Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du live du projet, le rendez-vous du projet des socialistes que nous déroulons jusqu'au mois prochain. Alors après avoir mis en débat successivement les thèmes du travail, de la santé, de la justice écologique et celui du grandir dans la République, nous nous retrouvons aujourd'hui pour échanger sur la République et nos institutions. Notre ambition, quelle est-elle? Eh bien finalement, tout simplement, j'ai envie de dire, mettre à jour notre démocratie. Cette émission, vous le savez, présente les réflexions et les premières propositions que les socialistes veulent injecter sur la place publique pour agiter le débat à gauche. Comme les fois précédentes et tout au long de ces prochaines semaines, vous pourrez continuer à donner votre avis sur nos propositions en vous rendant sur notre plateforme rdv2022.fr. Vous êtes déjà très nombreux à vous être exprimés sur nos précédents chantiers puisque nous avons enregistré jusqu'à près de 100 000 votes. Bien entendu, vous aurez aussi ce soir la possibilité de poser vos questions en utilisant nos réseaux sociaux avec les hashtags live du projet RDV 2022 sur Twitter ou en apportant vos commentaires sur Facebook et YouTube. Notre soirée sera organisée comme d'habitude en 3 plateaux avec des intervenants que nous allons vous proposer de vous présenter au fur et à mesure. Sachez que pour conclure cette émission, nous retrouverons Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste, et Benjamin Morel, maître de conférences en droit public à Paris 2, Panthéon-Assas, et membre de l'Institut Rousseau. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, un détour par notre zapping habituel. Zapping. 85% des personnes interrogées trouvent que les hommes politiques ne s'intéressent pas à leurs préoccupations. La méfiance est aussi le sentiment majoritairement exprimé vis-à-vis de la classe politique. Introduire le référendum d'initiative citoyenne en toute matière. La principale, c'est le RIC. Le RIC. Le RIC. Pour que le RIC fonctionne, il faut gérer l'articulation entre démocratie semi-directe et démocratie représentative. Si on veut un enjeu fort, il faut que la pétition qui circule recueille un nombre significatif de signatures. Des citoyens rassemblés pour des débats d'idées, travail, retraite, salaire, pour réclamer du changement aussi. Et vous venez ici pourquoi pour essayer de réfléchir, pour trouver des idées nouvelles, Tout à fait. Pour faire quoi? Oui, exactement. C'est-à-dire envisager une autre façon de faire de la politique, envisager une autre société. Les militants du collectif Jeudi Noir ont investi sans effraction le 27 décembre dernier cet immeuble. Il est inoccupé depuis 5 ans. Sur 8 étages se trouvent des anciens bureaux, à présent transformés en chambres. Proportionnel. 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 La proportionnelle, c'est quoi? La proportionnelle, c'est l'un des mots les plus utilisés pendant la campagne présidentielle et un sujet récurrent de la plupart des campagnes précédentes. Le droit de vote à 16 ans, je sais pas. Personnellement, c'est quelque chose qui me laisse vachement perplexe parce que on va dire qu'on n'a pas le même recul que quand on grandit, qu'on a 18 ans. Parce que quand on a 18 ans, on est plus confronté, on va dire, à des problèmes d'adultes, alors que quand on a 16 ans, on est encore au collège, au lycée, et on n'est pas vraiment confronté à la politique et à tous ces trucs. Donc je pense plus que je serais contre pour reculer l'âge. Le peu que je vois sur les réseaux sociaux, je suis pas sûre qu'il faudrait leur laisser le vote. On a toute sa tête, on a tout son raisonnement. Donc je pense que ouais, c'est une idée qui peut faire évoluer les choses. Il s'agit juste de savoir si on continue comme avant Ou pas. Partagez cette vidéo autant que vous pourrez. c'est le moment de réinventer notre démocratie. Si nous atteignons plusieurs millions de personnes, Ce message ne pourra plus être ignoré. On a attaqué l'État en justice pour inaction climatique. Nous avons été plus de 2 300 000 à nous mobiliser pour l'affaire du siècle. Suite à la Convention citoyenne d'Occitanie, votez dès maintenant pour vos priorités sur laregion-citoyenne.fr. Nous lançons un appel pour une grande primaire populaire qui aura lieu à l'automne 2021, est organisée par des citoyennes et des citoyens comme vous et moi. Elle désignera une candidature unique en vue des présidentielles 2022 pour le climat et la justice sociale. Bonjour à tous. Alors nous allons commencer notre plateau numéro 1. Marie vous a dit qu'il y en avait 3.
Le premier plateau est titré « Les citoyens au cœur de la vie démocratique ». Alors nous aurons 3 invités qui sont ici autour de nous. Je vous présente d'abord Mathilde Imer, qui est une activiste reconnue pour ses engagements à la fois sur l'écologie, mais aussi sur les innovations démocratiques citoyennes. On en reparlera tout à l'heure, de l'affaire du siècle. Et puis elle était évidemment initiatrice également de la Convention citoyenne pour le climat. À côté d'elle, Kenza Okancé. Alors on le connaît, il était secrétaire général de la FAGE dans le monde étudiant, et c'est cette responsabilité qui l'a amené tout récemment à devenir vice-président du Conseil économique, social et environnemental dans le groupe des organisations étudiantes. Il nous dira un mot sur ce retoilettage un peu du Conseil économique et social. Et enfin, Éric Kerrouche, qui est à la fois sénateur des Landes et secrétaire national du parti à la réforme de l'État, et surtout un des artisans du document que nous allons présenter tout au long de cette heure et demie, se mettre à jour notre démocratie. C'est donc le nouveau document, le 5e en 5 mois, que nous vous présentons dans le cadre du projet. Alors, les constats sur l'état de notre démocratie se rejoignent pour dire qu'elle reste à réinventer, que la place attribuée au Parlement, au territoire, aux citoyens est insuffisante et que nous sommes probablement encore trop éloignés d'une démocratie partagée. La crise démocratique et de défiance que nous vivons en France, mais aussi au-delà en Europe, dans le reste du monde, nous impose de rééquilibrer les liens à la fois entre la démocratie représentative et la participation citoyenne. Alors, pendant que, au même moment, nous avons des initiatives citoyennes qui nous interpellent sur les grands enjeux de la société, on reçoit Mathilde Imer, mais il y avait ici, dans des plateaux précédents, Camille Etienne, vous vous rappelez de son intervention, également une représentante la dernière fois d'Alternativa, donc de tous ces mouvements sociétaux, de ces mouvements citoyens qui nous interpellent sur les urgences et la nécessité d'être entendus et d'agir. Alors, il y a un intervenant qu'on voulait avoir avec nous, il ne pouvait pas être avec nous physiquement sur ce plateau ce soir, mais on est allé l'enregistrer. Vous le connaissez, il s'appelle Joe Spiegel, c'est un des cofondateurs de Place Publique, mais aussi et surtout maire de Kingersheim dans le Haut-Rhin, où il avait innové en matière de participation citoyenne et de démocratie. Alors avant de démarrer notre plateau avec nos 3 invités, on va d'abord l'écouter. Merci d'avoir posé la question démocratique comme essentielle dans la réflexion du Parti socialiste. Je ne veux pas revenir sur les causes, sur les symptômes, sur les indicateurs nombreux sur lesquels il sans doute réfléchir concernant la crise démocratique. Ce dont on est sûr, c'est qu'elle est profonde, elle vient de loin, c'est essentiellement une crise de la représentation. Et contrairement aux Gilets jaunes, moi je crois à la représentation démocratique à condition qu'on lui redonne du sens, qu'on la réenchante, par ce que j'appelle la démocratie construction. Elle doit être l'antidote à la fois de la démagogie, de l'autocratie, du populisme, d'une forme de citoyennisme, c'est-à-dire d'idéologie, de la non-idéologie, mais surtout aussi un antidote à ce que produisent les réseaux sociaux, c'est-à-dire des communautés virtuelles, des bulles avec des algorithmes, alors qu'en réalité, il était essentiel de construire du commun. Et l'écosystème qu'on a mis en place et qui n'a de sens que par rapport à ça. Comment relier la démocratie et la République. Sachant que le commun, c'est pas l'addition des envies, c'est pas la sommation des égoïsmes, c'est un processus. Et d'où la notion de démocratie-construction. La démocratie ne peut pas se réduire à un bulletin de vote une fois tous les 5 ou 6 ans pour des raisons même de légitimité de décision publique aujourd'hui. On voit bien le système électoral, on voit bien les abstentions. On ne peut pas réduire non plus la démocratie à un grand débat sans suite, sinon par une décision prise par le chef, c'est du cynisme absolu. Ne peut pas non plus se réduire à des rics, bien sûr, ça peut oxygéner la démocratie à partir d'interpellations citoyennes et de référendums, mais ça ne peut pas être sloganisé, généralisé. Puis surtout, ça ne peut pas être réduit à peindre la démocratie d'un peu de participation, parce que beaucoup d'élus n'y croient pas. Et en réalité, il vaut mieux rester dans une forme de républicanisme descendant que de tenter la démocratie. Démocratie continue, je vais donner 2 leviers de l'écosystème qu'on a mis en place entre la pensée et l'action. Le premier levier, c'est un lieu dédié aux pratiques démocratiques, qui s'appelle la Maison de la Citoyenneté, où tous on apprend le chemin de la citoyenneté, le passage du je au nous. C'est le lieu de toutes les fonctions démocratiques, débat, co-construction, décision. C'est le lieu des 3 cultures qui s'ignorent, qui s'affrontent. La culture de l'indignation, symbolisée par la place Jean Moulin,
la culture de l'utopie, de ce qui est à venir, la vision, symbolisée par l'espace Jean Jaurès, et la culture de la prise en compte du réel, du parler vrai, représenté par l'Agora Pierre Mendès France. Mais le principe fondateur de la démocratie continue, il est celui-ci. À chaque fois que nous mettons en agenda un projet inscrit dans le contrat municipal sur la base duquel nous sommes élus, ou à chaque fois que nous mettons en agenda une question en jeu qui apparaît dans le mandat, ou à chaque fois qu'on met en agenda une pétition qui vient de la base, droit d'interpellation, alors nous ouvrons ce que j'appelle une séquence démocratique. Cette séquence a un début et une fin. Ce qui est essentiel, c'est qu'elle utilise toute la grammaire démocratique, non pas le lexique politicien, se mettre à l'écoute, débattre, co-construire, s'engager. Ce qui est essentiel, c'est que cette phase soit décisive pour la décision. En ce sens, je plaide pour un continuum démocratique entre la phase active de concertation, de co-construction, de débat et la phase décisionnelle qui appartient aux élus. Comment s'inscrit, comment se réalise un parcours? Acte 1, on invite toutes les personnes concernées, ça peut être tous les habitants. L'acte 2, c'est la constitution, l'organisation d'un forum débat qui institue la séquence démocratique. Cet forum débat est très important. Et puis, il s'agit de permettre aux gens de mettre sur la table les questions, les peurs qui sont considérables à chaque fois pour chaque changement. Et la première préconisation, à l'issue de ce forum débat, l'essentiel est de construire, de composer un conseil participatif. Ça dure 1 an, 18 mois, mais il faut inscrire le temps démocratique dans la décision. Quatrième point, c'est que les conseils participatifs font un rendu de leurs préconisations au conseil municipal. Je suspends la séance. On dépasse donc la démocratie directe où on vote sans participer et la démocratie participative où on participe sans voter. Alors j'ai envie de demander d'abord à nos invités peut-être une réaction par rapport aux propos de Joe Spiegel. Je me tourne tout de suite vers Mathilde Himer en quelques mots, et puis ensuite on ira vers Eric et enfin vers Kenza. Je pense que Joe a très bien posé le débat, c'est-à-dire comment est-ce qu'on articule démocratie représentative et démocratie directe. Aujourd'hui, certains sont pour revenir à l'essence de la démocratie. Je vous rappelle qu'à une époque, Aristote, beaucoup de philosophes, considèrent que la démocratie, c'est le tirage au sort. Aujourd'hui, on a un système qu'on dit démocratique qui a été vu par eux comme une aristocratie. Et on le voit finalement dans la représentation nationale. On voit qu'à l'Assemblée nationale, on a très peu de classe populaire. 0 ouvrier. C'est 15 à 20% de la population française. Donc cette réalité, elle existe. Pour autant, est-ce qu'il faut dire la démocratie de demain, c'est que le tirage au sort? Moi, je ne pense pas. Je pense qu'il y a un équilibre à trouver entre des formes de démocratie dite représentative et d'autres formes de représentation du peuple. On a une crise énorme de la représentation, Joe l'a dit. Je viens de le dire par le chiffre que je viens de donner, c'est vrai par le chiffre de l'abstention, c'est vrai par le chiffre du populisme, c'est vrai aussi par le pourcentage de gens aujourd'hui qui ne se reconnaissent dans aucun parti politique. Près de 40% qui ne savent pas dire à quel parti politique ils s'affilient. Donc on a un vrai problème de représentation, pas seulement des élus, mais aussi des acteurs qui sont censés donner du corps au débat, être pourvoyeur d'idées sur la question démocratique. Comment est-ce qu'on arrive à cet équilibre-là? Je pense qu'il y a 2 choses essentielles. C'est d'abord laisser plus de choix aux élections. Plus ça va, plus les électeurs ont l'impression d'être piégés à chaque élection et de devoir voter pour le moins pire ou de voter contre. Et pour ça, il y a des mécanismes à mettre en place. La reconnaissance du vote blanc était une demande très forte des Gilets jaunes et d'un certain nombre de collectifs, et une vraie reconnaissance qui a une implication, je veux dire, par la suite, ça me semble quelque chose d'essentiel. De la même manière, il faut aussi aller vers des nouvelles modalités de vote. Je pense que le jugement majoritaire, qui est un système de vote où, au lieu de choisir parmi un certain nombre de candidats lequel vous préférez, vous pouvez mettre une mention à chacun d'entre eux, qui est utilisée aujourd'hui par exemple en Australie, qui est utilisée en interne par un certain nombre de partis en France, et les Républicains eux-mêmes pensent à l'utiliser pour leur primaire, et une voie à poursuivre, et pourquoi pas aux élections, à l'élection présidentielle, pas pour 2022, mais pour les prochaines, avoir un système d'élection qui permettrait d'arrêter cette mécanique du vote utile et de permettre d'avoir vraiment quelqu'un d'élu avec adhésion et pas par vote utile. Enfin, c'est comment est-ce qu'on arrive à, entre 2 élections, arrêter de donner la sensation aux gens qu'ils ne comptent plus. C'est un peu ça, finalement, l'impression que les élus et les partis viennent nous voir quand il y a une élection, et puis le reste du temps, on peut aller marcher, on peut faire grève. Aujourd'hui, ça a presque plus d'impact. En tout cas, ça en a moins qu'à une époque. Je caricature un peu. Mais c'est quand même ça, un sentiment qui est assez profond et qui mène à de la rancœur. Pour ça, il y a plein de processus qui peuvent être mis en place. La Convention citoyenne a été un exemple avec le tirage au sort. On voit en Irlande, par exemple, que ça a été institutionnalisé. Peut-être que demain, au CESE ou dans d'autres institutions, ça deviendra une pratique courante de mettre en place ce système-là, à une condition, et c'est important,
et c'est ce que disait Joe Spiegel, c'est comment est-ce que les élus suivent les recommandations des citoyens, pas au mot près, et comment il y a une confiance qui s'installe. Parce qu'on parle beaucoup de la défiance des citoyens envers les élus, elle existe, elle est vraie, mais pour le coup, moi j'ai été choquée de la défiance des élus vis-à-vis des citoyens quand on a parlé de la Convention, où il y a un certain nombre d'élus qui nous ont dit, quand on a proposé de mélanger des parlementaires avec des citoyens, on a eu des mots comme on ne mélange pas les serviettes et les torchons. Et je vous laisse imaginer qui étaient les serviettes, qui étaient les torchons. Donc cette défiance-là des élus vis-à-vis des citoyens, elle est gravissime, parce qu'on ne peut pas parler au nom de gens dont on n'a pas les zones. Donc je pense que le tirage au sort a sa place. De la même manière, on a vu le reportage avec le RIC, je pense que des formes de RIC, avec des niveaux de pétition à 500 000, 1 million qui déclenchent automatiquement une démarche délibérative qui peut mener à un référendum, permet aux citoyens d'avoir une possibilité réelle d'impacter le débat politique et la mise en œuvre de lois et le timing de mise en œuvre des lois. Il y a plein de procès, je ne vais pas tous les donner, mais je pense qu'il y a en effet un équilibre à trouver, qu'il y a un certain nombre de réformes à faire aussi sur comment est-ce qu'on intègre la question du temps long, la question environnementale, qui peut nous amener vers une 6e République écologique, mais il ne faut pas juste que ce soit des mots, mais il faut que ce soit des institutions derrière et des changements de pratiques politiques et peut-être de limiter dans le temps les mandats pour que les élus ne soient pas contraints par leur réélection, mais puissent vraiment penser le temps long. Merci Eric, je me tourne vers toi à la fois pour une réaction sur la vidéo de Joe Spiegel et puis aussi peut-être sur les propos de Mathilde Himmer. Moi je rappelle que donc tu es sénateur et donc non mais ça compte dans le propos aussi et sur ce que, enfin sur ta réaction par rapport à ce qu'a entendu et aux propositions que fait Mathilde. Bon. Ce qui est certain, c'est qu'à travers les 2 premières interventions, on voit qu'on est à un moment particulier de la démocratie et à un moment de crise de cette démocratie représentative. Alors premièrement, et ça vient d'être dit, la démocratie représentative, c'est un moment historique de la démocratie. Ça n'a pas toujours été, la démocratie, un mode représentatif. Deuxièmement, c'est 2 sens différents, la démocratie. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple, mais ça peut être aussi le pouvoir au premier chef de la plèbe, c'est-à-dire de ceux qui en ont le plus besoin. C'est-à-dire un régime qui s'attarde aussi sur ceux qui sont précaires, sur ceux qui sont les plus fragiles. Et donc là, l'idée, c'est quoi? C'est de revivifier de l'intérieur notre démocratie en injectant, en quelque sorte, celle-ci à tous les niveaux et en repensant la façon dont les citoyens peuvent s'exprimer dans celle-ci. Et je pense qu'il y a quelque chose qui a été dit qui est très important. Les citoyens ne peuvent pas être des intermittents de la démocratie. Il ne peut pas y avoir une démocratie à éclipse où on vote, on ne fait rien pendant 5 ou 6 ans, et puis après on revient au vote. Ce n'est plus possible, ça ne fonctionne plus. D'où l'idée, pour nous, de mettre en place une multitude de mesures qui sont aussi bien des mesures techniques que des mesures de fond, mais qui concourent tous à une seule perspective. Remettre le citoyen au centre des institutions, en faisant en sorte pour autant que cela puisse se marier avec le régime représentatif, parce que moi non plus, je crois que cette opposition, elle est fictive, et surtout qu'elle est un peu mortifère pour la démocratie. Donc il faut aller vers plus de démocratie à tous les niveaux, partout. C'est très clair, merci Eric. Kenza, en quelques mots, et on reviendra vers toi après. Non mais bon, je vais pas répéter ce qu'ont dit Joe, Eric et Mathilde, parce qu'ils ont très bien résumé, en tout cas les bases du débat un peu sur le sujet. Mais en effet, il y a un problème. Aujourd'hui, la crise démocratique, on l'a dit, on pourrait sortir énormément de chiffres, énormément de choses. Pour y remédier, en effet, ce n'est pas aller sur une opposition entre les différentes formes de démocratie, la démocratie participative, la participation citoyenne, démocratie représentative. Oui, il y a une crise de la démocratie représentative, c'est évident. Et aujourd'hui, il faut essayer de mettre en œuvre tous les moyens. Joe expliquait ce qu'il faisait justement dans sa ville. Il y a mais après, voilà, il y a énormément de choses à développer, à expérimenter. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le moment, l'époque où il faut expérimenter, où il faut être capable d'aller inventer de nouvelles formes de démocratie, de nouvelles formes de participation. Et c'est réellement un besoin, parce que Mathilde le disait, de moins en moins de Français se reconnaissent dans les partis, mais c'est aussi vrai pour les syndicats, c'est aussi vrai en fait, dans toutes les formes traditionnelles de représentation. Et on voit aujourd'hui, bon, particulièrement sur les jeunes notamment, ils ont un engagement qui change. Ils ne sont pas moins engagés qu'avant. Ils ont une forme d'engagement qui est bien différente, qui est peut-être un peu plus instantanée,
qui est plus immédiate. Et en effet, je pense que ça va totalement en opposition avec la manière dont on peut vivre aujourd'hui notre vie démocratique, notre vie citoyenne, à savoir voilà, voter une fois tous les 5 ans, n'avoir plus aucun mot à dire sur les personnes qu'on a élues parce qu'on leur aurait donné un mandat qui est intouchable. Et aujourd'hui, ça ne va plus. Donc c'est vrai que penser à comment investir au mieux les citoyens, tous les citoyens, les plus éloignés, aussi ceux qui sont le plus éloignés de la politique, c'est ça qui est intéressant, d'être capable d'aller les chercher, d'être capable d'aller les accompagner, d'être capable de leur donner voix en fait, au débat. Et je pense qu'on reviendra dessus après, mais il y a énormément de moyens et de différentes méthodes qu'il va falloir mettre en place sur ce sujet. Merci. Du coup, on se retourne à nouveau vers Mathilde, même si vous avez un peu répondu à la question. On se souvient de votre application, et tu l'as dit tout à l'heure, Luc, dans la campagne L'Affaire du siècle, mais aussi dans l'accord de Paris pour le climat, ou encore votre proposition au sein du collectif Gilet citoyen pour une assemblée citoyenne. Et celle-ci trouvera d'ailleurs un débouché dans la convention citoyenne pour le climat. Alors, même si vous l'avez quelque part abordé déjà, quels enseignements vous en tirez, et notamment dans ce rapport entre le citoyen et la vie démocratique? Alors, juste, je voudrais rectifier quelque chose. L'affaire du siècle, c'est un recours en justice qui a été porté par 4 ONG, Oxfam, Notre Affaire à tous, Greenpeace et la Fondation Nicolas Hulot. Moi, j'ai modestement, à quelques amis, fait une vidéo en soutien. Le gros du travail, je l'ai pas fait. C'est net de le dire. C'est important pour moi de, comment on dit, rendre à César ce qui est à César, qu'on fait un boulot formidable. Mais juste petit aparté, moi, la raison pour laquelle je suis sur les questions de démocratie, c'est à la base, en effet, parce que je suis militante sur les questions de climat, qu'à la fin de la COP21, quand je travaillais dans l'équipe de Laurent Fabius et de Laurence Viana, côté gouvernement français, j'étais à la fois très contente d'avoir cet accord de Paris, que tout le monde soulignait comme historique, et en même temps très lucide sur le fait que c'est un accord qui nous mettait sur une trajectoire à 3 degrés, à condition que les États tiennent leurs engagements. Or, on voit bien que nos démocraties ne sont pas outillées pour gérer long terme. Et ce n'est pas juste la faute des élus, c'est trop facile de dire ils sont tous pourris, ils sont tous corrompus. Non, il y a un problème institutionnel là-dedans. Et donc, moi, c'est vraiment ça qui m'a amené à la question démocratique. Et ce que je retiens de la Convention citoyenne sur ce sujet, comment est-ce que, au-delà de démocratie participative et démocratie représentative, comment la démocratie peut penser le temps long, je pense que pour le coup, sur ce sujet, le tirage au sort est extrêmement intéressant parce que les citoyens tirés au sort n'ont pas le besoin d'être réélus derrière et donc peuvent beaucoup plus facilement penser le temps long, penser le long terme. Il n'y a pas d'enjeu de court terme, de devoir faire un bilan. Et ça, c'est vraiment quelque chose où, du coup, quand à la première session, ils vivent un choc, ils ont appelé une baffe, une claque, en écoutant Valérie Masson-Delmotte, scientifique du GIEC, leur dire ce que disent les scientifiques du monde entier, ils sont libres derrière de changer la manière dont ils perçoivent les choses, de prendre des décisions qu'ils n'auraient certainement jamais prises s'ils n'avaient pas eu ce choc au préalable. Beaucoup plus compliqué pour un élu quand le reste de la population n'a pas vécu ce choc. Et donc ça, je pense que c'est important que le tirage au sort sur les questions de long terme est vraiment un outil qui peut être très intéressant et qui n'est pas regardé comme des petits citoyens. Je pense que la Convention citoyenne a fait la démonstration que, quand bien même elle a des critiques, et qu'il y a des critiques honnêtes, a montré que des citoyens dits lambda peuvent faire des propositions ambitieuses, cohérentes et allient pour de vrai ambition climatique et justice sociale, qui est quand même un défi où beaucoup de gouvernements ont échoué, et en tout cas le gouvernement Macron avec la taxe carbone qui faisait 3 à 4 fois plus sur les personnes les plus précaires que sur les personnes les plus aisées, en est une preuve flagrante. Ce que je retiens aussi, c'est 2 autres choses sur le tirage au sort et cette expérience de la Convention. La première, c'est que ce mot qui parfois est un peu à la mode d'intelligence collective, pas juste un mot creux, et quand on le voit à l'œuvre et qu'on voit vraiment un groupe, à un moment, il y a un truc qui se passe, une mayonnaise qui prend, parce que les gens se connaissent suffisamment, ont acquis un niveau d'expertise suffisant collectivement, il n'y a aucun d'entre eux qui est devenu expert du climat à fond, et il y a suffisamment de diversité dans le groupe. Et ça, c'est extrêmement important parce que on a souvent cru que l'intelligence, c'était les mieux formés. Moi, j'ai fait Sciences Po, donc j'ai aucun problème à dire qu'il faut une formation politique. Néanmoins, on voit bien que l'intelligence d'un groupe, elle est en fait beaucoup plus forte quand il y a de la diversité que quand on prend que les meilleurs éléments. Ça, vous l'avez senti au fur et à mesure de la Convention. Mais vraiment, non seulement senti en termes de qualité de décision, mais aussi de ce que ça veut dire pour le pays et de qu'est-ce qui est acceptable aussi.
pour la société. Et ça me semble vraiment important. Jamais une taxe carbone telle qu'elle a été pondue par l'REM aurait pu sortir d'une assemblée comme celle-là, parce que la première question qui se posait, c'est est-ce que je peux me l'appliquer à moi, cette mesure? Toutes les mesures qu'ils ont votées, ils se sont posé cette question-là. Et la dernière chose, c'est que je pense vraiment, et ça rejoint ce que disait Eric, que la démocratie participative et le tirage au sort ne vient pas piquer la place des élus, manger sur leur territoire, mais au contraire pour ramener des gens qui sont loin de la politique vers la politique, à condition qu'elle se transforme évidemment. Mais je prends un exemple, un des citoyens qui s'appelle Benoît, qui était abstentionniste depuis 30 ans, qui maintenant revote, s'intéresse à la politique, participe à l'initiative de primaire populaire. Alors il attend que la politique se transforme vraiment, hein. C'est pour ça qu'il est plutôt dans les propositions de type primaire populaire qui essaie de déborder les partis politiques en vue de 2022. Mais ça a quand même rabiboché finalement quelqu'un qui était loin du politique au politique. Donc je pense qu'il n'y a vraiment pas une opposition et que c'est surtout côté des élus maintenant que ce message il doit être entendu, que ce n'est pas contre eux, mais au contraire peut-être pour leur sauver la peau et sauver la peau de la démocratie représentative. Merci. Kenza, donc on l'a dit tout à l'heure, tu es maintenant... alors je ne sais pas si c'est un endroit d'intelligence collective, mais en tout cas tu vas y participer. Donc peut-être nous dire comment le Conseil économique et social, qui est une vieille assemblée, vient d'être un peu rénové dans sa composition, mais peut-être aussi dans son fonctionnement. Donc nous dire un peu si tu penses qu'on peut faire de cette institution non seulement une mécanique d'intelligence collective, mais peut-être de revivification de la démocratie. En effet, là, on vient de commencer la nouvelle mandature du CESE il y a quelques semaines. C'est un CESE réformé, un nouveau CESE, qui se lance avec des nouvelles prérogatives et en tout cas une volonté à la base de pouvoir lui donner plus de possibilités, notamment sur la participation citoyenne. Bon, il y a eu plusieurs autres changements, mais en tout cas c'est vraiment le grand thème et en tout cas ce qui apparaît comme une des choses les plus intéressantes sur cette nouvelle mandature et ce nouveau CESE réformé, c'est la possibilité d'organiser de la meilleure des manières possibles, et on y travaille, à la participation citoyenne, à comment faire pour associer les citoyens à la fabrique des politiques publiques. Parce que le CESE, c'est une chambre un peu particulière, on n'est pas élu, déjà on est nommé au titre d'organisation, donc en effet moi c'est pour la FAGE, mais et il y a voilà, tout un tas d'organisations de la société civile organisée, donc qui représentent des millions de personnes en France, qui sont représentées. On a des syndicats, on a le MEDEF, on a les entreprises, on a des associations, des étudiants, des mouvements de jeunesse, des associations environnementalistes. Enfin, donc on a toute une partie de la société organisée qui est représentée dans ce CESE. Et aujourd'hui, tout l'enjeu, alors déjà c'est très important et super intéressant ce que disait Mathilde, c'était que les autres formes de démocratie ne vont pas remplacer la démocratie représentative. En effet, même le CESE, qui est sur une autre forme de démocratie, on n'est pas, c'est pas exactement la même chose, on n'est pas là pour remplacer les élus. Et en plus de ça, là ce qui va être intéressant, c'est de voir comment impliquer au mieux les citoyens directement, qui eux-mêmes ne vont pas à la fois ni remplacer le CESE, ni remplacer l'Assemblée nationale, le Sénat, par exemple. Donc, maintenant, ce qu'il faut réfléchir, c'est cette articulation. Et donc, bon, moi, je suis persuadé, heureusement, que le CESE va pouvoir contribuer à ça aujourd'hui, par plein de manières différentes. En effet, il y a eu la Convention citoyenne sur le climat, qui a été hébergée au CESE. Donc, il y a eu un gros travail conjoint sur cet épisode. C'était une expérimentation. Aujourd'hui, le but, c'est de voir comment, au Conseil économique, social et environnemental, on peut diversifier déjà les actions de participation citoyenne et comment on peut apporter au débat. Et Mathilde parlait du tirage au sort, qui est forcément quelque chose d'extrêmement intéressant, qui va être développé. Mais je pense qu'on peut aussi aller plus loin que penser juste un tirage au sort, par exemple, sur la population globale, sur certains travaux du CESE. En tout cas, j'en suis persuadé. Il faudra aussi faire, bon, toujours sur le modèle tirage au sort, mais aller chercher des populations spécifiques. Quand on va aller travailler sur certains sujets, le but, ça va être aussi d'aller chercher des personnes qui sont directement concernées, qui sont touchées par ces sujets-là, et qui sont réellement les plus éloignées des sujets. On voit quand il y a des travaux qui sont faits sur la grande pauvreté, et quand il y a des travaux qui vont être faits sur la jeunesse, quand il y a des travaux qui vont être faits sur l'égalité femmes-hommes, en fait, l'intérêt du CESE ici, c'est d'avoir des gens qui sont formés, qui sont engagés dans des associations, qui ont une expérience, qui vont apporter ce côté-là. Ça va être de conseiller forcément les pouvoirs publics, le gouvernement, les chambres parlementaires,
Mais à ce moment-là, il y a une double rôle au niveau des citoyens. Ça va être déjà, le CESE va devoir s'abreuver de l'expérience, du vécu des personnes qui sont directement touchées. Ça va forcément renforcer, ça va forcément enrichir les travaux du CESE. Et en plus de ça, et je pense que c'est aussi ce qui a été vu, ce que disait Mathilde au niveau de la Convention citoyenne sur le climat, c'est aussi un moyen de rapprocher directement les citoyens du politique. Et c'est ça qui est intéressant, hein, quand il disait, voilà, je ne me souviens plus de son prénom, mais qui était abstentionniste, et là, alors qui, avant de se réimpliquer en politique, ou en tout cas qui repasse par d'autres formes d'engagement, mais enfin, la politique telle qu'on la connaît, telle qu'on la décrit habituellement, usuellement, c'est pas le politique. Le politique est partout, et doit être partout, et ça, il ne faut pas l'oublier. Et donc voilà, des initiatives, toute forme d'initiatives de participation citoyenne sont honnêtement bonnes à prendre. Et donc voilà, il faut aller dans ce sens-là. Du coup, le CESE, il se décline au niveau régional. Et du coup, quelle implication pourraient avoir les Césaires dans l'implication des citoyens eux-mêmes dans les politiques locales ? Ils pourraient et devraient avoir un rôle vraiment extrêmement important. Parce qu'en effet, c'est bon, voilà, c'est les conseils économiques, sociaux, environnementaux rattachés au niveau régional. Et aujourd'hui, on peut se dire que ça dépend énormément des régions, leur fonctionnement, et même la manière dont ils sont pris, des fois au sérieux, on en est là. Il y a des Césaires qui ne vont pas du tout être écoutés, pas du tout, la région, le conseil régional ne va pas du tout s'en servir. D'autres qui vont être très proches de l'exécutif, dans le sens de relation de travail, et qui vont du coup être entendus, être écoutés, être saisis. Il y a des exemples de Césaires où certains avis ne sont même pas présentés en fait, en plénière devant les élus, alors que très clairement... Ça fonctionne plus ou moins bien. C'est ça fonctionne plus ou moins bien. Il y a des très bons exemples, il y en a des moins bons. Par contre, ce qui est clair, c'est que les Césaires doivent être un moteur dans la démocratie participative, dans la participation citoyenne, parce qu'on en a assez peu parlé encore, mais sur la démocratie locale, en fait, il y a énormément de choses qui se jouent à ce niveau-là, énormément d'expérimentations qui seraient possibles, et notamment, c'est vrai que je pense que les Césaires n'attendent que ça, d'avoir les moyens nécessaires et les capacités d'organiser des expériences citoyennes dans les territoires, d'être capable d'aller plus souvent présenter des choses devant le conseil régional, et vraiment d'être ce lien entre pouvoir exécutif local et les citoyens directement, donc il faut aller dans ce sens-là. D'accord, merci Kenza. Eric, du coup, à entendre Kenza et Mathilde, il apparaît clairement qu'il y a une volonté d'ouvrir notre démocratie, presque envie de dire d'aller au bout de l'exercice de la citoyenneté. Et donc, toi, au regard des mobilisations alternatives et des innovations démocratiques qui sont existantes, quelles sont les mesures phares que tu pourrais nous présenter et qui sont, par exemple, dans ce document présenté par le Parti socialiste, qui permettraient à notre démocratie de mieux fonctionner ? Il y en a plein. Et il y en a d'autant plus qui font écho à ce qui vient d'être dit. Effectivement, la prise en compte du Césaire, c'est important au niveau régional. Ça fonctionne différemment. Et je sais que, par exemple, dans ma région, la Nouvelle-Aquitaine, il y a vraiment un fonctionnement qui est pratiquement symbiotique entre la région en tant que telle et le Césaire. Et ce sont des choses très importantes parce que ça apporte d'autres idées différemment. Au niveau local, il est évident qu'il y a tout un champ des possibles pour faire en sorte qu'on renouvelle la démocratie. On pourrait codifier les audits citoyens. On pourrait mettre en place plus de jurys citoyens au moment des prises de décision, pour faire en sorte, encore une fois, que les décisions ne s'imposent pas aux populations, mais qu'elles soient dans cette prise de décision ou qu'elles aient l'impression d'être consultées et de ne pas être mises à l'écart. C'est aussi des moyens techniques. C'est le fait qu'il faut lutter aussi avant contre la malinscription, faire en sorte que les gens, il y a 6,5 millions en France de personnes qui sont mal inscrites sur les listes. Pas parce qu'ils veulent pas mais parce que c'est compliqué. Tout le monde ne s'intéresse pas à la politique de la même manière et il faut aller chercher les gens. Il faut donner aussi plus de droits, le droit de vote aux étrangers aux élections locales, parce que tout le monde est intégré dans la vie locale. Il y a de multiples propositions que nous portons. Parce que, encore une fois, on voit bien qu'il y a des blocages à différents niveaux. La parité, il y a encore des blocages et nous voulons passer un nouveau pas pour la parité au sein du gouvernement, au sein du Conseil constitutionnel. Faire en sorte que les exécutifs intercommunaux soient paritaires. Casser tous ces blocages qui empêchent, en fait, d'avancer. Je terminerai sur un point qui a été évoqué dans le zapping, celui du vote à 16 ans. Ça peut paraître très contre-intuitif, parce qu'on nous dit oui, est-ce que
assez matures. Eh bien, en fait, l'idée, elle est complètement inverse. C'est que dans les expériences qui ont été menées ailleurs, on sait que si on donne l'habitude aux jeunes de 16 ans, parce qu'à 16 ans, on peut encore les accompagner. À 18 ans, c'est plus pareil. Ils sont plus au lycée. Si on les accompagne pendant la première phase de participation électorale, alors il est probable qu'ils participeront plus dans le temps, parce que voter, faire partie de la collectivité citoyenne, ça change si on a appris plus avant. Et donc l'idée, c'est de construire une histoire collective, et le droit de vote à 16 ans en participe. Je pourrais donner encore les exemples de l'amendement citoyen que nous portons, de la place des citoyens au moment de l'étude d'impact avant de faire la loi, de la place des référendums, aussi bien d'initiatives partagées que des référendums d'initiative, le fameux référendum d'initiative citoyen. Qu'est-ce qui se passe avec ces référendums? Une chose très simple, c'est que si on met en place des mesures démocratiques dont les gens se rendent compte qu'ils ne peuvent pas les utiliser, c'est le pire, parce que ça génère de la frustration et de la colère. Le référendum d'initiative partagée sur ADP, sur Aéroport de Paris, il n'a pas fonctionné parce que les seuils sont beaucoup trop hauts. Les seuils sont trop hauts, il faut changer les seuils, il faut ouvrir notre mode de participation aussi avec des moyens techniques comme l'abaissement des seuils de participation. Très bien, merci Eric. Mathilde, un dernier mot, une dernière réflexion. Oui, je pense qu'il y a une question de seuil, mais je crois vraiment qu'il y a un enjeu de... Si on fait participer les citoyens, derrière, il faut suivre. Et trop souvent, les élus, pardon de le dire, et je ne parle pas que du PS, mais aussi malheureusement du PS, n'ont pas suivi. Et la Convention citoyenne, en l'occurrence, est un exemple majeur. On ne demande pas à 150 citoyens tirés au sort de bosser pendant 9 mois en leur disant « sans filtre, je passerai aux propositions référendum au Parlement » pour en retenir un 10e à la fin. Ça crée de la méfiance, ça crée du populisme, c'est ce qu'il y a de pire. Et c'est une des raisons pour laquelle on essaye, là actuellement avec le collectif 2022 ou jamais, de recréer un équilibre entre partis politiques et société civile. Comment est-ce qu'on arrive à avoir, en vue de 2022, de l'élection présidentielle, qui est majeure, et au vu du contexte qui peut faire peur, on a l'impression qu'on a un match Macron-Le Pen qui serait déjà écrit, qui, à titre personnel, me donne vraiment pas envie, et voire me fait vomir, pour être un peu direct. Et je pense qu'on est nombreux dans le pays à se dire qu'on n'a pas envie de rester dans cette fatalité, qu'on a besoin de se bouger. On voit que les partis politiques aujourd'hui, malheureusement, sont dans une situation où ils sont trop faibles, seuls, pour réussir à construire une alternative crédible, autre que Marine Le Pen à Emmanuel Macron. Le pari qu'on a, c'est comment est-ce qu'on crée un élan populaire autour d'une primaire populaire qui n'est pas anti-parti politique, qui intègre les partis politiques, mais qui les dépasse. Parce qu'aujourd'hui, ils sont trop faibles pour réussir tout seuls. Et donc, si ça intéresse les gens, c'est sur primairepopulaire.fr, il suffit de signer l'appel. Et le véritable lancement, il a lieu fin juin, avec une phase de parrainage où les citoyens auront la main sur qui sont les candidats à cette primaire populaire et pourront voter sous un format de vote qui est celui du jugement majoritaire que je décrivais tout à l'heure, à l'automne, avec 2 millions de votants qui sont attendus pour avoir une candidature unique, gagnante en 2022, sur la base d'un projet de société véritablement écolo, juste socialement, et où le renouveau démocratique est véritablement puissant. Et donc, ces 10 mesures de rupture qui sont aussi accessibles sur le site, que je vous invite à aller voir et qui sont en lien avec notre conversation de ce soir. Merci beaucoup, merci à tous les trois. On va passer maintenant à la seconde table ronde qui nous promet un Big Bang institutionnel. Et nous allons donc accueillir tout de suite Céline Anquinet, secrétaire nationale aux institutions, Gülsen Yildirim, secrétaire national à la justice, et Benjamin Morel, maître de conférence en droit public à Paris 2, Panthéon-Assas.
Alors nous allons parler au fond de ce qui caractérise la Ve République, à tout le moins un régime qui est devenu semi-présidentiel, où l'on s'interroge souvent sur le pouvoir réel du Parlement. Alors par rapport à ce qu'on vient de dire sur les pratiques démocratiques et l'implication des citoyens, est-ce qu'il y a un rééquilibrage institutionnel nécessaire entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif? C'est ce qu'on va demander à nos invités. Est-ce que la domination de l'exécutif sur le législatif peut peser sur le désamour croissant des Français vis-à-vis des parlementaires et plus largement, nous l'avons entendu avec nos précédents invités, sur leurs représentants? Alors Luc, je te laisse interroger. Je vais du coup me tourner moi vers Céline Anquinet, qui connaît parfaitement bien le fonctionnement parlementaire. Peut-être nous éclairer sur deux questions. La première, est-ce que l'hyper-puissance présidentielle qui caractérise la Ve République est inéluctable, y compris dans le cadre de la Ve République? Et est-ce que la Ve République, justement, peut se réinventer, ou est-ce que les réponses à nos questions ne sont à chercher que vers une 6e République? C'est une des questions qu'on se pose évidemment lorsqu'on traite de ces questions. Donc, on voulait à la fois ta réponse, mais en même temps préciser à nos spectateurs que tu as évidemment œuvré à la rédaction avec Éric du document qui sort aujourd'hui, et donc il y a une partie des réponses dans ce document. Alors la Ve République, non seulement elle peut se réinventer, mais elle doit se réinventer pour que les élus disposent des moyens constitutionnels et législatifs pour mettre en place tout simplement les engagements qu'ils prennent devant les électeurs. C'est donc indispensable. Alors j'évacue d'entrée de jeu la question Ve République ou 6e République, parce que c'est un faux débat. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'on veut changer et comment on se donne les moyens de le changer et comment faire surtout au plus vite. Parce qu'il y a urgence. Et il y a urgence, et moi, il y a deux chiffres qui m'ont interpellée récemment et qui montrent cette urgence. C'est dans le baromètre de la confiance politique qui est paru au mois de février dernier. Le premier chiffre, c'est qu'il y a 49% des Français qui disent ne pas s'intéresser à la politique. Et donc, il faut absolument qu'on leur redonne confiance, parce que c'est presque la moitié, hein, c'est énorme, et leur redonner le goût de s'intéresser à la chose publique. Et donc, pour ça, réformer le processus institutionnel. Et puis, le deuxième chiffre, pire, c'est 72% des Français considèrent que le régime démocratique est irremplaçable. Certes. Et ce qui veut dire qu'il y en a quand même 28 pour qui il n'est pas irremplaçable. Donc, je sais bien que Churchill disait que la démocratie, c'est le pire des systèmes, à l'exception de tous les autres, mais là, c'est tout de même inquiétant. Et ça montre que donc il faut agir vite. Et moi, vous savez, je suis quelqu'un d'assez pragmatique. Hein, je pense qu'il vaut mieux tenir que courir. Et donc, plutôt que d'avoir la complexité, la lenteur, la lourdeur qu'impliquerait le passage à une 6e République, je pense qu'il est tout à fait préférable et plus efficace de réformer la 5e, ce d'autant qu'elle a déjà fait la preuve de sa plasticité. Elle est très facile à réformer. Depuis qu'elle est née en 1958, il y a eu pas moins de 24 révisions constitutionnelles, et la majeure partie, 19 d'entre elles, à partir de 1992, donc dans les années les plus récentes. Donc, ça peut tout à fait se faire facilement, bien sûr, à condition d'avoir la volonté politique et puis d'être en situation de le faire, évidemment. Alors, que réformer ? Guy Carcassonne, le célèbre constitutionnaliste, disait que il y a 3 conditions pour une démocratie moderne. Il faut que les gouvernés choisissent effectivement leurs gouvernants, que les gouvernants aient effectivement les moyens de gouverner, et que les gouvernants soient effectivement responsables devant les gouvernés. Alors, sur ces 3 points, il y a des défaillances. Le maître mot, c'est déséquilibre et comment rééquilibrer, hein, comment redonner plus de place au Parlement, comment rééquilibrer au sein du couple exécutif. Et donc, comme tu l'as souligné, Luc, j'en viens au premier de ces déséquilibres, qui est l'hyperpuissance présidentielle, puisqu'on a un activisme du président de la République qui va jusqu'à une mainmise sur le gouvernement, au point qu'on se dit que finalement le Premier ministre
les ministres apparaissent comme des exécutants des choix présidentiels. Et cette mainmise, elle s'étend jusqu'à la majorité parlementaire, hein, ce qui est quand même nocif pour l'autonomie du Parlement. Et quand le Parlement est affaibli, c'est toute la démocratie représentative qui est affaiblie. On a quand même une spécificité française, puisqu'il y a il y a 14 pays dans lesquels, dans l'Union européenne, où le président de la République est élu au suffrage universel. Mais il n'y en a qu'un, nous, où il a autant de pouvoir et il a de compte à rendre à personne. Donc, on fait un certain nombre de propositions pour mettre un terme à cette hyperpuissance. Justement, quelles sont-elles? Alors, je vais très rapidement parce que je sais que le temps est compté. Mais simplement, on a toute une série de propositions. Alors, je ne vais pas détailler, mais pour rééquilibrer le couple exécutif et donner davantage de place, un rôle prééminent au Premier ministre et du coup enlever du pouvoir au Président. En matière de référendum, on a prévu aussi un certain nombre de dispositions pour dépersonnaliser l'enjeu et mettre un terme à la logique plébiscitaire. Et puis je dis juste un tout petit dernier mot sur une mesure emblématique quand même, qui est la suppression du fameux article 16 de la Constitution, qui donne les pleins pouvoirs au président dans des situations exceptionnelles, qui n'a plus lieu d'être. Parce que cette mesure, on en parle, ça figurait déjà, cette suppression, dans le programme commun de la gauche en 1972. Donc je pense que d'ailleurs, il est temps qu'on le fasse et que c'est une mesure qui pourrait, j'espère, puisque nous aspirons à rassembler la gauche, mettre tous nos partenaires de gauche d'accord. Merci beaucoup, Gülsen Yildirim. L'actualité nous rappelle souvent aussi qu'un nombre important de Français n'ont qu'une confiance modérée envers les institutions. Celle de la justice n'y échappe pas. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour moderniser notre justice, parachever son indépendance? Je pense par exemple au Conseil constitutionnel, au Conseil d'État, évidemment à la Cour de justice de la République, ou même au Conseil supérieur de la magistrature. Tu as utilisé deux mots importants en matière de justice, la confiance et l'indépendance. Aujourd'hui, un Français sur deux, et ça rejoint ce que disait Céline tout à l'heure, un Français sur deux n'a pas confiance envers l'institution judiciaire. Et on ne peut avoir confiance si on a l'impression que la justice n'est pas indépendante, qu'elle est partiale ou qu'elle est soumise au pouvoir politique. Et donc cette question de l'indépendance de la justice est essentielle parce que derrière ça, c'est vraiment une question de confiance. Alors dans la Constitution, la question de l'indépendance est bien sûr abordée, elle est consacrée dans l'article 64 de la Constitution, et elle découle de la séparation des pouvoirs. Mais il y a une ambiguïté dans notre Constitution. Ce même article dit que le président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Cela signifie que c'est le président de la République, chef de l'exécutif, qui est garant de cette indépendance. Et je ne peux m'empêcher de citer encore une fois Guy Carcassonne, c'est un bel hommage, qui disait que c'est consacré en fait le fait que le loup est quelque part le garant de la bergerie, puisque c'est le président de la République qui assure cette indépendance. Donc si on veut réformer l'indépendance de la justice, ça passe dans un premier temps par la suppression de ce texte. Certes, c'est symbolique, certes, c'est un principe, mais c'est important. Suppression de ce texte et ensuite une réforme, bien sûr, des différentes juridictions qui constituent la justice. Tu as parlé du Conseil constitutionnel. Alors, il y a tout un débat sur la question de savoir si, on pourrait l'avoir avec Benjamin Morel pendant des heures, sur la question de savoir si le Conseil constitutionnel est une juridiction. Il n'y a pas un litige au sens juridictionnel avec deux prétentions subjectives et contradictoires, mais on va pas rentrer dans ce débat. Ce qui, pour le Conseil constitutionnel, ça suppose véritablement une modernisation, non seulement de sa composition, mais de son fonctionnement. Sa composition, elle passe bien sûr par la fin de la présence des anciens présidents de la République qui sont membres de droit donc au sein du Conseil constitutionnel, c'est quand même un peu archaïque. Ça passe aussi par l'augmentation du nombre de membres au sein du Conseil constitutionnel de 9 à 12. Alors nous, on a fait le choix de faire 12 parce que ça favorise la parité. Et puis ça passe aussi par la modification de la désignation des membres du Conseil constitutionnel, une désignation qui quelque part est éminemment politique, et ça suppose une réflexion là-dessus. Le Conseil constitutionnel, modification de sa composition, de son fonctionnement.
Tu as parlé de la Cour de justice de la République. Je crois qu'on est à un moment où on doit acter la suppression de cette instance parce qu'après tout, un ministre peut tout à fait donc relever des juridictions de droit commun, même pour des faits qui ont été commis à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Et peut-être aussi parce que les citoyens ne savent pas ce que c'est et que, bien sûr, par ailleurs, ça privilégie une certaine méfiance. Bien sûr, ça fait une justice un peu exceptionnelle et je crois qu'on doit lutter contre une justice exceptionnelle. Et après tout, il est tout à fait normal que les ministres relèvent des juridictions de droit commun, avec bien sûr certainement des garde-fous pour éviter que ça soit systématique, mais ça semble logique. Il y a aussi une autre juridiction qu'il faudrait réformer, le Conseil d'État. Le Conseil d'État a une double mission. Il a une mission juridictionnelle, c'est le plus haut degré de l'ordre administratif, et il a une mission de conseil. Conseil au gouvernement, notamment à l'occasion des projets de loi. Et ça crée quand même une certaine confusion, parce que dans certaines affaires, le Conseil d'État est un peu jugé parti, et il me semble, si on veut avoir une autorité administrative de ce niveau indépendante et sur laquelle il n'y a aucune suspicion, il faudrait séparer ces deux fonctions en deux entités distinctes. Et puis enfin, l'autorité judiciaire, tu en as parlé, la question de l'indépendance de l'autorité judiciaire, et derrière ça, le Conseil supérieur de la magistrature. Il y a déjà eu une réforme, notamment en 2008, qui a modifié sa composition, mais je crois qu'il faut aller plus loin dans cette réforme et porter une réforme ambitieuse qui ne se limite pas à simplement permettre l'avis conforme du CSM dans la nomination des magistrats du parquet ou un alignement de la procédure disciplinaire entre les magistrats du siège et les magistrats du parquet. Je pense qu'il faut aller au-delà en modernisant sa composition, en gardant la présence des personnalités, parce que je pense que ça permet d'avoir une institution qui est équilibrée, parce qu'avoir un CSM composé uniquement de magistrats n'est pas sain, mais en modifiant la nomination de ces personnalités qui, là encore, est éminemment politique, ça peut être éventuellement un collège ad hoc qui désigne ces personnalités, et puis en renforçant les prérogatives du Conseil supérieur de la magistrature, notamment pour tout ce qui concerne la défense de l'indépendance de la justice, les questions déontologiques, la possibilité qu'il puisse se saisir d'office sur ces questions, et puis un Conseil supérieur de la magistrature qui suive en fait la nomination, mais aussi la carrière de magistrats et de l'ensemble des magistrats, pas uniquement les magistrats du siège. Merci Gülsen. On se tourne maintenant vers Benjamin Morel. D'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous qui êtes un expert connu et reconnu de ces questions constitutionnelles. Alors peut-être votre point de vue sur ce qui au fond constitue la trame du document qu'on sort aujourd'hui, à la fois la déprésidentialisation, une présidence en tout cas moins oppressante, moins présente, et une plus grande parlementarisation. Donc dans ce couple-là, comment vous voyez, quel est l'avis en tout cas de l'expert que vous êtes ? Oui, en introduction, vous avez parlé de régime semi-présidentiel. Le vocable, à mon avis, est assez intéressant en réalité, parce que quand on pense au régime semi-présidentiel, tel qu'il avait été défini par Duverger, on pense à un régime qui serait un peu mixte en réalité, un peu parlementaire, un peu présidentiel. La réalité, c'est que le président français a, dans son système politique, beaucoup plus de pouvoir que son homologue américain. Et qu'on a en réalité, en France aujourd'hui, le régime dans lequel le président de la République en Occident a le plus de pouvoir et où le Parlement en a le moins. On a le Parlement le plus rationalisé de l'ensemble du monde occidental. Tant qu'on ne rompra pas cela, eh bien... C'est le cas depuis 1958 ou vous pensez qu'il y a eu des... C'est le cas depuis 1958 et ça n'a été qu'en s'accroissant en réalité. C'est-à-dire que de réforme en réforme, on a en effet beaucoup touché à la Constitution, et même quand on a essayé de corriger le tir, en réalité, on n'a fait qu'accroître le poids du président de la République. Il y a d'abord la période gaullienne, et puis ensuite vous avez un accroissement de ce poids-là, notamment à travers le quinquennat. On va y revenir sans doute, mais le fait d'avoir aujourd'hui des législatives qui sont dans les roues de la présidentielle font que les parlementaires doivent, pour ceux de la majorité, leur mandat au président de la République. Ils n'ont été élus, abstention différentielle faisant, que parce que le président de la République a été élu. Ça minore la place des partis, y compris dans la composition des programmes, alors qu'ils étaient centraux lorsqu'on avait des élections législatives intermédiaires. Et ça fait réellement des parlementaires les obligés du président de la République pour leur élection, et plus important, pour leur réélection, parce que si je suis parlementaire de la majorité, pour être réélu, j'ai tout intérêt à ce que le chef de l'État le soit également. Donc à partir de là, vous avez un Parlement
qui est dans les mains de l'Élysée, et le gouvernement, en France, est responsable devant le Parlement. C'est pour ça qu'on parle, en réalité, d'un point de vue purement constitutionnel, de régime parlementaire. Mais en réalité, ce gouvernement est responsable devant un Parlement qui est l'obligé du président de la République. Donc à partir de là, vous avez une inféodation et du gouvernement et du Parlement à l'Élysée, et vous avez cette concentration, cette hyper-concentration des pouvoirs. Et il ne s'agit pas de s'intéresser uniquement au texte de la Constitution. Parce qu'en réalité, si on regarde la Constitution de 1958, on se rend compte de deux choses. D'abord, la France est un régime parlementaire. Le gouvernement est responsable devant le Parlement. Et ensuite, le président de la République n'a en droit pas tant de pouvoirs que ça. Il a quelques pouvoirs propres, etc., qui sont des pouvoirs qu'on dit de pouvoirs neutres, c'est-à-dire la possibilité d'intervenir en cas de crise, article 16, dissolution, etc. Mais sa possibilité à intervenir dans la politique gouvernementale est limitée. Sauf que justement, il tient cette majorité parlementaire. Donc la mère des réformes, en réalité, c'est de rompre, de distendre ce lien aujourd'hui entre d'un côté le Parlement et de l'autre le président de la République pour laisser la majorité respirer et exister par elle-même. Vous pensez que si le calendrier avait été inversé en 2017, le résultat aurait été différent ? Le résultat aurait probablement été différent. Si vous voulez, pour arriver à rompre ce lien, il y a plusieurs techniques. Il y a revenir sur l'élection au suffrage universel du président de la République, ça apparaît assez impopulaire. On peut repenser cette élection, par exemple en l'envisageant au jugement majoritaire. On peut évidemment envisager également de toucher au calendrier électoral, soit en inversant les deux scrutins, si on reste sur la modalité du quinquennat, soit en prévoyant une concomitance des scrutins. On peut évidemment également envisager de dissocier les durées de mandat. Alors, il ne faut pas forcément revenir sur le quinquennat, parce que vous vous rendez compte que dans les grandes démocraties occidentales, le septennat, c'est réellement le maximum, et c'est généralement des chefs d'État qui ont assez peu de pouvoir, typiquement l'Italie. Mais en réalité, le mandat moyen, c'est plutôt 4-5 ans. Donc, on pourra envisager un mandat parlementaire plus court, ou un tout petit peu plus long. Alors, dans la première séquence, on se posait la question de la démocratie citoyenne face à une forme de rigidité de la démocratie représentative. Bon. Là, nous sommes dans le cadre de la démocratie représentative et on voudrait la rapprocher via un meilleur rôle du Parlement du peuple. Quels sont, peut-être vous deux, puisque également Céline, ce qui est dans le livrable d'aujourd'hui, quelles sont les mesures là aujourd'hui qui peuvent être envisagées pour pas seulement revaloriser le Parlement, mais aussi rapprocher le Parlement finalement des citoyens. Est-ce que ça suffit pour redonner envie et pour changer vraiment notre régime finalement? Ça suffit sans doute pas, mais ce serait déjà un grand premier pas. D'abord, il y a une réflexion à avoir quand même sur le mode de scrutin. Je rappelle que 15% des inscrits votent pour les listes LREM, MoDem au premier tour des dernières législatives. Le mode de scrutin a été fait pour ça, c'est pas dire la présente majorité est illégitime, etc. C'est pas le sujet. La plus grande distorsion en termes de représentation, elle se passe en 1993. Mais là, on a un problème, parce que lorsque vous avez 15% des électeurs qui ont soutenu une majorité au premier tour, vous avez une dissociation d'un côté du soutien et de la représentation, parce qu'in fine, ces 15%, ça fait 60% des députés, et ça fait une majorité absolue. Donc là, il y a une réflexion à avoir aujourd'hui en profondeur sur le mode de scrutin, et peut-être en effet sur la proportionnelle. Ensuite, vous avez des éléments qui doivent être des éléments d'introduction de démocratie directe. Le RIC ne doit pas nous faire peur. Généralement, les progressistes jugent que le RIC, c'est horrible parce que ça va faire passer la peine de mort, etc. Il y a eu cette peur aux États-Unis. Vous vous rendez compte que dans les États américains qui ont introduit le RIC, il n'y a jamais eu de mesures ni antisociales, ni de retour de la peine de mort, ni de l'avortement, etc. En réalité, le RIC a toujours permis les avancées sociales et les avancées sociétales. Il y a des garde-fous qui sont nécessaires, notamment en termes de constitutionnalité, mais très clairement, ça existe. Aujourd'hui, en Italie, un RIC, c'est 500 000 signatures. Le référendum d'initiative partagée en France est totalement caricatural. Le RIC pensait également en lien avec le Parlement, avec une délibération parlementaire. Il ne faut pas opposer démocratie directe, mais il faut au contraire, et démocratie représentative, il faut unir les deux. Parce que ce qui est par exemple fait en Oregon est extrêmement intéressant par rapport à ça. Ça peut permettre justement de dynamiser la démocratie. Qu'est-ce qui est fait en Oregon, et d'avoir un lien. Alors en Oregon, ce qui est prévu en réalité, c'est que lorsque vous avez un référendum d'initiative citoyenne qui est lancé, vous convoquez une convention citoyenne. Et cette convention citoyenne ne va pas avoir pour but de délibérer sur qu'est-ce qu'il faudrait faire, mais de juger le projet et d'apporter des éléments de débat, d'éclairage au débat. Le Parlement fait la même chose, et à partir de là, le citoyen
face au RIC, eh bien, se détermine avec ces arguments, qui sont des arguments avancés par la démocratie délibérative, avancés par la démocratie représentative. Alors il y a un dernier mot peut-être pour conclure cette séquence, c'est qu'on a parlé du Parlement, du Président, on parle beaucoup dans ce document du Premier ministre, auquel on donne une importance plus grande, non pas que dans la Ve République, puisque nous sommes dans la Ve République, mais il y a enfin, en tout cas, une affirmation du Premier ministre. Il y a notamment une proposition qui n'est pas d'actualité, mais qui est de dire que le Premier ministre doit être issu de la majorité parlementaire, ce qui n'a pas toujours été le cas, à commencer par aujourd'hui. Donc peut-être, Céline, un dernier mot sur ce rôle on a parlé du Parlement, mais ce rôle du Premier ministre un peu particulier donné dans ce document. Oui, je voudrais tout de même dire un petit mot tout de même sur le Parlement avant de parler du Premier ministre, parce que je ne peux que partager le constat que vient de faire Benjamin Morel sur la dépréciation continue du pouvoir parlementaire. Et j'insiste sur le point que pour que notre projet puisse s'incarner dans la matière, rien ne sera possible sans un Parlement fort. Et si nos concitoyens ont la tentation de l'antiparlementarisme, c'est parce qu'ils ne voient plus l'utilité du Parlement. Donc j'insiste sur la nécessité de leur redonner confiance, et ça passe par la réforme des institutions. Le débat démocratique, il doit avoir lieu au sein du Parlement, sereinement. Il ne doit pas avoir lieu dans les médias, sur les réseaux sociaux. Dans l'invective permanente en faisant le buzz. Donc on a formulé énormément de propositions là-dessus pour supprimer les dispositions qui entravent le blocage du Parlement, pour donner des pouvoirs de contrôle, d'évaluation, donner des nouveaux droits à l'opposition. Donc on a toute une série de mesures que malheureusement on n'a pas avoir le temps de dire. Mais qui sont consultables sur notre plateforme. Mais il y a quand même une disposition, si je devais en retenir qu'une, ce serait le nerf de la guerre, hein, c'est-à-dire les finances. Parce que les parlementaires, finalement, ne peuvent quasiment rien faire en matière de finances. Ils ne peuvent pas augmenter des charges. En matière de loi de finances, ils sont très, très contraints, et le Parlement, finalement, ne vote que sur une très faible partie du projet de loi de finances. Et finalement, est-ce que vous connaissez beaucoup de mesures qu'on va pouvoir mettre en œuvre et qui ne coûtent rien ? Non. Et encore, même sur ce projet de loi de finances sur lequel le Parlement se prononce, finalement, après coup, alors c'est de la technique budgétaire, mais Bercy se débrouille encore par un certain nombre de techniques pour récupérer encore de l'argent là-dessus. Donc nous, on propose de créer notamment une nouvelle loi organique relative aux lois de finances. La dernière, donc elle date de 2001, donc ça fait 20 ans. Donc on propose un certain nombre de dispositions pour redonner vraiment le pouvoir financier au Parlement, parce que c'est la clé. Et je dis un mot, effectivement, j'en ai parlé déjà tout à l'heure du fait de la nécessité de rééquilibrer au sein du pouvoir exécutif sur le Premier ministre, donc redonner le rôle de déterminer et conduire la politique de la nation au Premier ministre, et remettre le président uniquement dans son rôle d'arbitre. Et on a un certain nombre de mesures pour placer l'essentiel des pouvoirs du côté du Premier ministre. Donc tu viens de le dire, le fait qu'il soit issu des rangs des députés de la majorité, confier la nomination du gouvernement exclusivement au Premier ministre, et lui confier une mesure emblématique, le pouvoir de dissolution. Merci. On va retrouver tout à l'heure Benjamin Morel. Oui, dans la dernière séquence. Donc, je reste là. Donc l'hyper-présidentialisation qu'on souhaite modérer, revaloriser le rôle du Parlement, revaloriser, on vient de le dire, le rôle du Premier ministre, faire en sorte que la justice soit plus indépendante. Voilà, c'est un peu les quatre grands axes de ce deuxième chapitre, de cette deuxième séquence. Et on va passer donc à la troisième, cette fois-ci, sur la décentralisation.
Alors nous voilà pour notre troisième séquence. On a parlé de la démocratie citoyenne, on a parlé de nos institutions, et la troisième séquence sera consacrée donc à la décentralisation, comment faire mieux respirer nos territoires. Alors pour ce troisième plateau, nous accueillons Laurence Lemouzy. Merci d'être avec nous. Vous êtes docteur en sciences politiques, rédactrice en chef de la revue Pouvoirs locaux et directrice scientifique de l'Institut de la gouvernance territoriale. Autant dire que vous avez toutes les casquettes nécessaires pour évoquer avec nous ce sujet. Et Éric, maître d'œuvre donc de ce document qu'on retrouve à nouveau. Alors, la crise sanitaire a peut-être montré plus qu'à d'autres moments la réactivité et l'importance des collectivités locales face à une crise qui était inédite, y compris pour elles. Donc ça nous a rappelé un peu le bien fondé de la décentralisation, cette révolution qu'on a nous-mêmes, les socialistes, initiés au début des années 80. Donc cette liberté des collectivités locales, elle semble parfois, dans le débat politique, de plus en plus contestée. Est-ce que vous en faites, vous, le même constat? Est-ce qu'aujourd'hui, au fond, la décentralisation est contestée, attaquée? Est-ce qu'il faut la défendre? C'est une bonne question, une bonne entrée en matière. Alors, si vous me posez à moi la question, faut-il la défendre? Je vous répondrai oui, il faut la défendre. L'épisode de la crise sanitaire, mais on peut remonter à d'autres événements, la crise sociale des Gilets jaunes et ce qui se passe actuellement dans la société, montre en tout cas que ce que l'on nomme un peu trop communément le territoire, le local, constitue aujourd'hui une valeur refuge. Ça, c'était le lien avec cette échelle est importante. Est-ce que la décentralisation, il faut la défendre? Oui, mais sans doute, et le moment est venu de défendre une autre histoire de la décentralisation. Non pas qu'il faille tout effacer, mais la décentralisation a installé quand même sur la scène des collectivités territoriales qui sont souvent et qui ont souvent été prises pour des prestataires de services de l'État, à qui l'État refilait, pardonnez-moi le terme, un certain nombre de compétences qu'il ne pouvait plus, qu'il ne voulait plus assumer. Et à ce jeu de « je t'aime, moi non plus », les collectivités territoriales elles-mêmes ont trouvé des fois assez confortable de venir s'abriter sous l'État dans un rapport, je sais qu'Éric le dénomme différemment, moi j'ai un rapport adolescent des collectivités qui en appelle à l'État quand ça ne va pas. Donc il y a eu cette représentation-là sur la scène politique. Or, les sujets qui n'attirent pas toujours le grand public de la décentralisation sont stratégiques pour la vie des Français, sont stratégiques pour la démocratie. La crise sanitaire et la crise sociale, qui a été importante aussi, qu'on va dire des Gilets jaunes, nous a montré une chose, c'est que le quotidien est stratégique aujourd'hui. Il est stratégique dans toutes ses dimensions, pour aller se former, pour aller à l'école, pour les mobilités, pour le transport. Donc si ce quotidien est stratégique, ce n'est pas dans un bureau à Bercy ou à l'Agence nationale de la cohésion des territoires qu'on va vous résoudre ce problème. Est-ce que vous avez l'impression que la crise des Gilets jaunes, c'était une contestation de l'État, beaucoup moins que des autorités locales? Alors, l'État, collectivité locale, j'allais dire le citoyen, il pense puissance publique. Il a tendance plutôt à pointer l'État parce qu'il a un rapport notamment plus direct avec le maire, il les voit en action. Donc, mais c'est puissance publique. Alors comme il sait aussi que cette puissance publique n'est pas toujours sur la même longueur d'onde, il en joue. Ce que je pense, c'est que ces crises-là, et notamment la crise des Gilets jaunes, a montré une prise de conscience des Français que leurs problèmes dépassaient les frontières administratives. Leur problème n'était pas lié à tiens là mon problème s'arrête parce que c'est on passe de la région à une autre région, du département à un autre département. Or notre machinerie institutionnelle résonne par périmètre administratif. Or la résolution des problèmes de la société, la résolution même la gestion des politiques publiques n'est pas celle de la gestion institutionnelle et politique. Les choix politiques, le pilotage des politiques publiques débordent les frontières que l'on veut absolument maintenir. D'où, mais ce sera une question, une nécessité sans doute de coopération. Alors, juste, vous parlez d'adolescence pour les collectivités, c'est intéressant, et d'appel à l'État quand ça ne va pas. Est-ce que, pour le coup, il y a une nécessaire nouvelle décentralisation qui s'imposerait pour rendre ces collectivités adultes et indépendantes?
Alors, je n'aime pas trop le terme nouveau, parce qu'en définitive, il faut pas, c'est pas nouveau, on va pas tout effacer, il y a une histoire qui s'est construite. Je pense qu'il y a presque un nouvel imaginaire de la décentralisation, une culture décentralisatrice qui doit tous nous innerver. C'est un chemin important parce que les états d'esprit sont parfois au national assez jacobins, assez verticaux, et ne correspondent plus aux aspirations que l'on voit ici poindre. La société a aussi beaucoup changé, et ce qui était accepté aujourd'hui hier ne l'est plus pour d'autres raisons. Donc cette culture de la subsidiarité, c'est la capacité à comprendre qu'aujourd'hui, justement, la capacité à gouverner dépend de la capacité à coordonner les acteurs. C'est-à-dire deux départements limitrophes ne peuvent pas s'ignorer. Automatiquement, ils ont de la coproduction à faire. Comme ils ne peuvent pas ignorer l'État, comme ils ne peuvent pas ignorer le citoyen, la société civile et même les entreprises et le tissu associatif. Donc, cette nécessité de coopérer, elle est vitale. On sait que la décision, c'est plus une ligne droite, c'est un cercle. Que ce qui compte, c'est pas tellement ce qu'on va décider, mais comment on va le décider. Et, les débats précédents sur la vitalité démocratique le montrent, c'est le comment. Qui on va associer, comment on va s'entendre. Le politique, il continue à prendre ses responsabilités. Au final, c'est lui qui décide et c'est lui qui impulse. Mais il me semble que, moi je vous raconte un fait, quand vous avez un directeur général d'un département qui appelle pour dire je n'ai plus de place à l'échelle de mon département pour placer des jeunes en difficulté, ce qu'on appelle l'aide sociale à l'enfance, et qui, parce que le département voisin les ignore ou ne veulent pas coopérer, alors qu'ils ont de la place dans les foyers, n'accueillent pas ce dit jeune, alors qu'on est à 3,5 km, vous ne pouvez pas créer une certaine confiance, cohésion et admiration dans la force publique. À la rigueur, aujourd'hui, je vais être provocante, mais les entreprises ont presque plus de raisons d'être, des fois, que le secteur public qui, pourtant, est dans le bien commun. On critiquait déjà cette complexité des trois niveaux, la région, le département, la commune, est venue s'intercaler une institution qui est de plus en plus importante, qu'elle s'appelle métropole, qu'elle s'appelle EPCI, Interco, etc. On évoque d'ailleurs dans le document le caractère plus ou moins démocratique d'ailleurs de ces instances qui ne sont pas directement élues. Et puis, puisqu'il y a des militants forcément qui nous écoutent au moment où nous parlons de ces questions-là, plein de militants qui distribuent aujourd'hui pour les départementales ou pour les régionales, vont avoir en face d'eux des citoyens qui vont leur poser des questions sur la sécurité, sur des choses qui ne sont pas de la compétence de l'Assemblée pour laquelle on souhaite être élu. Donc ça crée quand même tout ça une confusion. On veut plus de décentralisation et en même temps il y a une confusion entre niveaux de compétences, comme vous l'avez dit, et puis un niveau dans la relation avec le citoyen au final. Oui, alors il y a le serpent de mer, effectivement, de la complexité qui est réel, parce que quand on se trouve en difficulté d'expliquer un processus à l'un de nos concitoyens, c'est qu'il y a une lisibilité qui n'est pas. Donc sans doute, alors simplification, on pourrait parler plutôt de simplicité. Et la simplicité voudrait que l'État se retire de compétences sur lesquelles il est en façade, mais sur lesquels il n'a pas les leviers d'action. Donc qu'il se retire définitivement et qu'il confie la responsabilité pleine et entière dans des logiques de politique publique aux collectivités, qui seraient en demeure d'activer des leviers, de répondre et de proposer des solutions. Parce que bien souvent, j'ai vu des présidents de région parlant à des personnes assez démunies dire « Ah oui, mais là, c'est pas ma compétence. Ah oui, mais là, non, je peux pas. » Un président de région me disait « Des entreprises n'arrivent pas à recruter des jeunes en apprentissage. Mon rêve serait d'avoir un pouvoir réglementaire pour leur dire « C'est pas grave, vous faites d'abord votre formation et après l'entreprise vous accueillera. » Impossible. Nous sommes dans de la norme nationale avec aucune possibilité d'adaptation locale. Donc il y a effectivement sur le pouvoir réglementaire, selon les compétences pleines et entières et donc les responsabilités qu'auraient des collectivités territoriales, de l'innovation, des viviers de respiration. Et tout ça, cette diversité dans l'unité de la République. On a longtemps cru que l'uniformité générait de l'égalité. Ce qui est faux, c'est une équation fausse, c'est un mythe qui nous a entraînés vers des chemins que l'on connaît ou que l'on regrette aujourd'hui. Non,
la diversité. Moi, je me souviens de Martin Malvy, un président de région qu'on connaît bien ici, qui me disait il faut absolument arrêter de donner le même médicament à des territoires qui ne souffrent pas des mêmes maladies. Le bon sens le veut, le citoyen respire ce bon sens, et ce qu'il trouve kafkaïen, c'est moins la complexité des échelons que le manque de réactivité, le manque de liberté qu'il voudrait voir attribué à ceux qui sont le plus proches de lui. Alors, on va se tourner vers Éric. Du coup, c'était intéressant cet exemple que vous donniez sur les départements qui ne se parlaient pas entre eux. Est-ce que finalement, Éric, cette crise sanitaire, elle n'a pas mis encore plus en exergue une forme de concurrence entre les territoires? Alors, d'abord, elle a mis quand même en lumière une chose, c'est que les collectivités locales de tout niveau étaient très réactives, surtout quand il n'y avait aucune directive de l'État. Et elles se sont adaptées, et elles l'ont fait bien. Ça, c'est une réalité et qu'il ne faudra pas oublier. C'est la première chose. Mais la deuxième chose, tu as tout à fait raison, c'est que, pour résumer, la décentralisation, ça ne peut pas être la guerre de tous contre tous. La décentralisation, ça ne peut pas être chacun qui réfléchit dans son périmètre, sans réfléchir, et ça a été dit, aux frontières entre les différentes institutions. Il faut faire en sorte que, d'une certaine façon, tous nos niveaux de collectivité collaborent de manière obligatoire sur des thèmes qui sont des thèmes qui, de toute façon, les dépassent. Je n'en prends qu'un. On peut le tourner, parler des Gilets jaunes. Le terme de la mobilité, il est essentiel en France en 2021. Les déplacements pendulaires sont de plus en plus importants. Il faut que cette mobilité soit une compétence stratégique et partagée sur laquelle tous les niveaux d'acteurs se mettent d'accord. Sinon, on ne pourra pas faire ensemble. Moi, je peux avoir un transport dans mon département, dans ma région, et peut-être qu'à la frontière, alors qu'il y a des connexions, on ne va pas traiter ce lien. Ce n'est pas possible, ce n'est pas entendable. Il faut aller plus loin dans la collaboration interterritoriale. Du coup, puisque tu es sénateur, on se permet cette question. Il y a cette loi 4D au Parlement. Est-ce que ça peut répondre? Est-ce que ça répond à certaines des interrogations qui viennent d'être posées? À quelle heure on a le droit de poser le joker de la soirée? Parce que ça serait plutôt là qu'il faudrait... C'est la question de joker, c'est ça? Ça serait plutôt là qu'il faudrait le faire. Non, la loi 4D ne répond pas à... La loi 4D, c'est la loi nid de poule. C'est très important de traiter les nids de poule parce qu'on n'arrive pas à rouler sur une route. Mais les nids de poule, c'est bien, mais c'est de savoir quel trajet aussi je vais avoir. Le problème de cette loi, c'est qu'elle n'a pas de perspective, elle comble des petits manques, mais elle n'a pas de souffle ni d'ambition. Et en tout cas, elle ne va pas assez loin en matière de déconcentration, en matière de différenciation, en matière de décentralisation. Donc on est loin du compte. D'accord. Et du coup, parce que nous, on ne comble pas les nids de poules et on propose un projet, oui. Est-ce que tu peux nous dire quelques-unes des propositions de ce texte que nous proposons ce soir et dont tu es l'un des principaux rédacteurs? La proposition majeure que nous proposons, c'est de voir les choses complètement différemment. C'est-à-dire de se dire que c'est les compétences de l'État qu'il faudrait limiter et que tout ce qui ne serait pas des compétences de l'État seraient des compétences des collectivités locales. Et de faire en sorte, effectivement, que l'État arrête de gouverner avec des règlements de la loi, de la norme, alors qu'il ne peut plus agir sur les territoires. Et puis, parce que nous sommes socialistes, nous croyons à la solidarité entre les territoires et à, non pas l'égalité de développement, mais à l'équité territoriale. Et pour ce faire, il faut que le territoire soit accessible. Et on veut mettre en place le territoire de la demi-heure ou la ville du quart d'heure. Faire en sorte que chacun puisse se former, vivre, se divertir, se soigner assez facilement, à une demi-heure près dans les territoires, à un quart d'heure près dans les villes. Faire en sorte, encore une fois, qu'il y ait une accessibilité du domaine public. Donner les moyens aussi réellement aux collectivités locales. En somme, la démocratie, c'est aussi une question d'aménagement du territoire. Ah, mais l'aménagement du territoire, il est fondamental. C'est pas parce que 80% des Français vivent sur 20% du territoire qu'il faut oublier les 80% du territoire qui restent. C'est essentiel. Nous sommes une république, et moi, et je pense que c'est notre perspective à tous, c'est de dire que, où que je sois, où que je grandisse, à n'importe quel endroit de la République,
je puisse avoir le même avenir. C'est ce que nous devons porter en matière de solidarité. D'où la nécessité, encore une fois, de cette inversion de compétences, d'où la nécessité de mettre en place ces maisons des services publics locales. Et puis, il y a un dernier point qu'on vient d'aborder, c'est la nécessité de collaborer ensemble. On ne peut pas avoir, chacun élu dans son périmètre, une vision nombrilistique de ce qu'il faut faire. On doit collaborer ensemble, parce que collaborer ensemble, c'est mettre en place des politiques publiques pour le plus grand nombre, et pas que pour ceux dont je m'occupe. Merci. Laurence, peut-être pour conclure cette séquence, un commentaire peut-être sur ce que vient de dire Éric, sur cette inversion finalement des priorités, mais peut-être aussi sur un mot qu'on n'a pas prononcé depuis le début, sur la déconcentration, parce qu'au fond, la proximité, vous pensez que la proximité, c'est la décentralisation beaucoup plus, au fond, que la déconcentration. Il y a eu des mouvements assez parallèles de déconcentration, décentralisation, mais les services déconcentrés de l'État devraient être plus dans une position d'être des garants, des observateurs, des régulateurs et moins des faiseurs. Ils ne sont pas des fabricants de politique publique. Quant à l'État, dans sa version administration centrale, on pourrait aussi regretter aujourd'hui la tendance qu'il a, comme le disait un universitaire, Renaud Epstein, de gouverner à distance. Ce gouvernement à distance qui, à travers des agences, propose des catalogues de mesures que l'État est susceptible de financer à des collectivités. C'est un peu, on choisit, on a la sensation d'être libre, mais au final, on ne se consacre pas à ce qui doit être la priorité, c'est-à-dire absolument se chaîner les uns aux autres, réfléchir et donner du sens. En fait, c'est comme si, d'ailleurs de façon assez générale, on disait ce que l'on fait, l'État dit ce qu'il fait, on force les collectivités locales aussi à faire, mais on n'entend jamais ce en quoi elles croient, c'est-à-dire quel est le projet aussi de société locale. Or, j'insiste sur une chose, à l'heure actuelle, cette question des territoires me paraît fondamentale, parce que on dit le local est une valeur refuge. On voit beaucoup de Parisiens quitter, aller au littoral. On voit des mouvements de mobilité. Mais le local, ce n'est pas que la carte postale, ce n'est pas un donné. Le local, ça se fabrique. Et ça se fabrique tous les jours avec les acteurs politiques qui se chaînent aussi aux acteurs économiques et aux citoyens. Et si le citoyen, la société civile, ceux qui portent la croissance, ne sont pas audibles, n'ont pas des arènes pour s'exprimer comme vous l'avez aussi évoqué dans les échanges précédents, s'il n'y a pas cette respiration, on ne peut pas faire contre soi, entre acteurs publics. Il faut aussi ouvrir les portes et fenêtres. C'est un grand défi parce qu'on a quand même une représentation du jardin à la française où tout est bien ordonné. Il ne s'agit pas de créer le chaos, mais il s'agit de créer les conditions des flux. Et la décision aujourd'hui, il faut être tellement agile, et les collectivités l'ont montré pendant le Covid. Elles ne se sont pas demandé si elles étaient tout le temps sur les rails, dans la norme. Compétentes ou pas. Il fallait y aller. Il faut aussi y aller sur l'ensemble, beaucoup de sujets qui au quotidien intéressent nos concitoyens. Merci beaucoup. Si on veut aller plus loin, on lit votre revue. Oui. Excellente. Merci. Pouvoirs locaux. En ligne aussi. Et en ligne aussi sur pouvoirlocaux.fr, j'imagine. Exact. Très bien. Merci à vous. Et puis, on passe au micro-trottoir avant de rejoindre Olivier Faure et Benjamin Morel. Comme on dit, les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Donc, les représentants ne nous écoutent pas. La vie de chacun est difficile à prendre en compte. C'est ce qu'on appelle la démocratie. Non, je ne sais pas quelles sont les élections qui arrivent bientôt. Les gens qui sont nécessiteux, qui ne sont pas du tout vus, entendus. Je pense que ceux qui nous gouvernent, de tous les partis, à part quelques exceptions, sont complètement coupés de la réalité de la vie quotidienne de tout le monde. Je pense que le référendum, avec parcimonie sur certains sujets, peut être bon, sur des faits de société et des choses bien définies, quoi. J'ai voté à 18 ans et 2 jours la première fois où j'ai voté. Chaque fois que je mets le bulletin dans l'urne, même s'il est blanc, ça m'est arrivé de prendre le bulletin blanc, j'ai un moment d'émotion. Je crois que c'est le seul moment où j'ai l'impression de participer viscéralement à quelque chose. Voilà. Et ce qui me manque, moi, c'est cette envie-là. Je pense que le vote peut être obligatoire si on a la possibilité de voter blanc et que le vote blanc est reconnu. Quelque chose qui soit prévu dans le cas où M. Blanc soit élu, de transitoire,
Et puis il faut reconvaincre, il faut attendre que quelqu'un soit réellement élu. On se retrouve avec des présidents et en fait en cumulé, ils ont récolté 20 ou 25% des voix. Mettre ça sous le tapis, c'est pas acceptable. On a 18 ans, qu'on a le droit de vote, on est tout fou, on se dit qu'on a le droit de voter et que qu'on a pouvoir dans la société. Et puis après, on voit que les programmes ne sont pas forcément appliqués. Je pense qu'ils devraient créer d'autres lois ou bien les lois qui sont déjà établies, les renforcer en fait. Parce que c'est eux qui dirigent, c'est eux qui gouvernent, c'est pas à nous de s'occuper de ce genre de choses en fait. La prise de décision, elle est au sommet, c'est des arbitrages globaux, mais du coup qui ne peuvent pas rentrer dans les particularités de la vie des gens. Ça maintient un certain équilibre, mais ça ne donne pas le sentiment qu'on est considéré dans nos spécificités, on va dire. Ça marche globalement. C'est un petit peu, oui, ce que tu dis, quoi, cette bulle à un moment donné qui fait qu'on est complètement très loin, quoi. Et pas très loin que des élus, même des structures qui les représentent, je dirais géographiques ou architecturales. Parce que moi, je voulais faire des choses dans des lieux bien précis, parce que c'est important aussi pour les personnes avec qui je travaille, qu'à un moment donné, par exemple, des représentations dans un lieu public. Mais quand je dis public, c'est de la République. Et je trouve que c'était important que les gens s'approprient tout d'un coup. Je dis, ouais, notre mairie, par exemple, j'y vais pas que pour râler. J'y vais aussi pour voir des choses, pour partager des choses, etc. La Convention Climat semblait, sur le papier, une très belle initiative qui a mobilisé de nombreuses personnes qui ont eu des idées géniales. J'ai l'impression que c'était juste pour occuper les gens et que rien n'a été retenu. Donc ça a distrait les partisans de l'écologie et donné beaucoup d'espoir à une écoute éventuelle, mais qu'il n'en est rien. Je ne me sens pas de m'investir en politique parce que je pense que je n'ai pas les compétences pour, je ne sais pas faire. Je suis investi à un certain moment dans l'associatif, voilà, mais politique, non, c'est pas mon truc, non. Trop paresseux, je pense. On a peu de temps finalement pour s'investir. Du coup, c'est ceux qui ont le temps. Quand on donne la possibilité de le faire, c'est ceux qui ont le temps qui saisissent ça, et ceux qui ont le temps, pas forcément représentatif de la totalité des gens. Plutôt peut-être sur le mode, on est détaché de notre travail, on perçoit une rémunération, je ne sais pas, notre entreprise est aidée pour qu'on puisse décrocher une semaine par mois de temps en temps, ou une journée pour réfléchir à des questions citoyennes. J'ai pas voté des milliards de fois pour des présidentielles, et il y a quand même eu 2 fois dans ma vie où j'ai voté pour quelqu'un contre quelqu'un. Et moi j'en ai assez de faire ça, mais en même temps je peux pas me permettre de voter pour elle, jamais de la vie. Il s'agit de Marine Le Pen. D'un autre côté, je me dis, comme beaucoup d'entre nous, j'en ai marre donc je vais voter blanc. 5e République ne semble plus être apte à représenter les concitoyens de manière appropriée aujourd'hui. Une 6e République, comme certains partis voudraient mettre en place, déjà qu'on applique bien la 5e République avec toutes ces lois correctement, ça sera un grand pas vers la République. Et puis maintenant, vraiment, s'il y a des choses qu'il faut revoir, il y a des lois et on les fait vivre et évoluer avec la société, ce qui est tout à fait normal. Une République, elle évolue avec la société. Il y a quelque chose quand même qui pourrait être fait, et clairement, c'est le fait qu'on ne puisse pas faire plusieurs mandats. Aussi que la politique ne soit pas un métier, que n'importe qui d'ailleurs puisse, s'il veut, s'engager dans la vie politique, mais ne pas en vivre, exercer pour le collectif pendant un temps, donc décrocher de sa vie civile. Si on rend la politique un peu désintéressée, on a de meilleures chances d'avoir des personnes qui vont faire des choses dans l'intérêt collectif, quoi. Donc nous voilà dans la conclusion de cette soirée. On a évoqué la démocratie citoyenne, on a évoqué la question de nos institutions de la Ve République, on vient d'évoquer la question de la décentralisation et des territoires. Donc nous ont rejoint à nouveau Benjamin Morel, merci d'être là, et évidemment Olivier Faure, qui va peut-être nous donner ses premières impressions sur ces trois problématiques distinctes qui font l'objet du livrable, donc qui sera, je crois, disponible demain sur le site du Parti socialiste. Donc peut-être ton point de vue déjà un peu global sur tout ce qu'on vient de se raconter pendant 1h30. Beaucoup de choses très riches. Donc je vais d'abord quand même commencer par réagir à ce que je viens d'entendre pour le dernier citoyen qui a parlé. Parce que la vie politique, elle n'est pas réservée à des gens qui exerceraient le métier politique. Ça n'est qu'une fonction. Et à tout moment, en fait, c'est un bail qui peut se terminer. À tout moment, on peut ne pas être réélu. Et la vérité, c'est que la durée moyenne de vie d'un parlementaire, si je puis dire, enfin de vie parlementaire, c'est 1 mandat et demi.
c'est dire que la plupart des parlementaires, en fait, ne font qu'un seul mandat et d'autres connaissent une vie élective plus longue. Donc il y a aussi beaucoup de légendes, mais il y a aussi beaucoup de vérité dans ce qui est dit, et ce divorce qu'on constate, il est même de plus en plus profond. Et ce n'est pas une nouveauté que de le dire. Ça fait 30 ou 40 ans qu'on l'observe, mais ça fait 30 ou 40 ans que malheureusement, on n'agit pas suffisamment profondément pour enrayer cette crise démocratique. Donc, je vais vous raconter simplement une histoire qui n'est pas une histoire inventée, qui est une histoire vraie, qui est ma rencontre avec des Gilets jaunes il y a donc maintenant près de 2 ans. C'était au lendemain des événements qui ont bouleversé une part du pays avec ces gens qui ont saccagé l'Arc de Triomphe. Et donc je viens les voir et je leur dis, mais est-ce que vous cautionnez cette violence qui est insupportable aux yeux de tous? Et ils me connaissent, ils me disent, monsieur le député, on vous aime bien, mais vous, à l'Assemblée, quand vous déposez des amendements dans l'opposition, combien d'amendements vous arrivez à faire reprendre? Alors, je leur dis, honnêtement, c'est faible. D'accord. Quand les syndicats ont été manifestés contre la loi Pénicaud, contre la loi SNCF, combien d'éléments de ce qu'ils portaient ont été repris par le gouvernement? C'est vrai, aucun. Mais ils me disent, nous, en fait, on a manifesté, il y a eu des violences, le lendemain, il y a eu un chèque de plusieurs millions, de centaines de millions d'euros. Donc, qu'est-ce qui est efficace en démocratie? Est-ce que c'est la violence ou est-ce que c'est le dialogue? Et donc, c'est la question fondamentale. Est-ce qu'on approfondit, est-ce qu'on rétablit les canaux démocratiques qui permettent à chacun de se sentir représenté? Et tout le problème depuis, pas seulement depuis 4 ans, mais enfin, ça s'est exacerbé depuis 4 ans, quand vous avez un président qui considère que les corps intermédiaires ne valent rien, que le Parlement peut être méprisé, que les collectivités locales n'ont pas leur voix au chapitre, qu'il est le seul à décider de tout, la colère finit par l'emporter parce qu'en réalité, il n'y a aucun moyen d'être représenté. Et si aucun moyen d'être représenté, la violence peut devenir le moyen de ceux qui n'en ont pas. Je ne le cautionne pas et je ne l'excuse pas. Mais je veux dire que c'est malheureusement le mode de pensée dans lequel sont rentrés nombre de nos concitoyens. Et donc, ce soir, ce qui a été porté par les uns et par les autres, et je remercie notamment Éric Kerrouche, qui est l'architecte principal de ce texte de ce soir, c'est d'avoir permis de dire oui, on peut approfondir la démocratie. Oui, il est possible que les citoyens aient plus de place. Oui, il est possible que les collectivités locales aient plus de pouvoir. Oui, il est possible que nous rééquilibrions les pouvoirs entre un président omnipotent, omniprésent, jupitérien, qui est le seul président dans les démocraties occidentales à concentrer dans ses mains un pouvoir aussi important. Certes, il n'est pas le président des États-Unis au sens où il n'a pas la puissance des États-Unis, mais il est plus puissant que le président américain. Et moi, je préfère largement ce que connaissent les démocraties européennes, c'est-à-dire un chancelier, un président du gouvernement, un Premier ministre qui sont responsables devant leur majorité, qui ont aussi un droit de dissolution à l'endroit d'une majorité qui peut être turbulente ou d'un Parlement qui peut ne plus être en capacité de se réguler et donc de trouver des majorités, mais c'est un rééquilibrage complet. Et plutôt que de parler de constituante, j'entends qu'il y a beaucoup de gens qui nous parlent d'une 6e République, mais moi je ne sais pas ce que c'est que la 6e République. Ce que je sais, c'est qu'une constituante, eh bien, elle devrait être élue par les citoyens, elle pourrait même être élue par des gens d'extrême droite. Et elle mènerait à quel type de constitution? C'est la raison pour laquelle il faut avoir des propositions claires, concrètes, qui permettent d'aller vers les Français en leur disant voilà, nous, on veut faire évoluer les institutions parce qu'on pense qu'évidemment, elles doivent être plus démocratiques. Donc tu partages finalement ce diagnostic qu'il y a une crise démocratique, que notre démocratie est réformable. Et dans ce projet qu'on présente ce soir, je te pose la question à chaque fois, mais tu n'y réponds jamais. Quelles propositions te semblent la plus essentielle, les plus essentielles? Bon, il y en a plein. En fait, c'est difficile de répondre à chaque fois en une seule, mais je vais donner quelques exemples. Moi, je souhaite que pour les collectivités locales, on puisse leur donner plus d'autonomie, leur permettre d'expérimenter un certain nombre de solutions. Je souhaite que pour le rééquilibrage dans l'exécutif, eh bien, le droit de dissolution soit transféré au Premier ministre. Et je souhaite qu'on puisse avoir des procédures de référendum citoyen qui soient accessibles, même si elles doivent être encadrées, parce qu'évidemment, il ne faut pas non plus ouvrir une boîte de Pandore qui conduirait à toutes les démagogies et à toutes les voilà, ce qui serait complètement fou de ce droit. Mais
Voilà, il me semble qu'il faut être un peu, on dit disruptif, j'aime pas beaucoup le mot, mais en tout cas, j'aime bien l'idée qu'on n'est pas obligé de se dire que c'est la crise depuis 40 ans et qu'on va rien toucher. On revient vers toi, Olivier, mais Benjamin Morel, on vous a déjà entendu tout à l'heure. D'une certaine manière, si on avait fait ce débat il y a peut-être quelques années, on aurait parlé uniquement des institutions. Et aujourd'hui, vous voyez, quand on parle de démocratie, on est obligé, et on le fait avec bonheur, mais de parler de démocratie citoyenne, de parler de notions qu'au fond, il y a ce même débat, il y a 5, 10, 15 ans, n'aurait peut-être pas existé comme il a commencé tout à l'heure, de la même façon que sur la décentralisation, on voit bien à quel point c'est aussi une respiration démocratique. Donc, est-ce que vous trouvez sain, d'une certaine manière, et comment vous analysez le fait que, quand on parle en 2021, ici au Parti socialiste, de démocratie, on ne parle pas seulement de nos institutions nationales, mais qu'on a au fond ce triptyque qu'on a considéré comme une espèce de continuum au fond essentiel? Oui, tout bêtement parce que vous avez une fragilisation aujourd'hui du sentiment de représentation dans les institutions. En réalité, on parlait tout à l'heure de la crise des Gilets jaunes. La crise des Gilets jaunes, ça a deux pieds. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez le sentiment que, nous ne sommes plus représentés. Et que ce qui est représenté au Parlement, ce n'est plus tout à fait le peuple. D'où la nécessité d'une plus grande démocratisation. Et de l'autre pilier, c'est un sentiment d'impotence de l'État. Grosso modo, l'État ne peut plus. Je suis gilet jaune. Les gilets jaunes étaient en réalité très rousseauistes. Chacun a sa petite part de souveraineté. Je mets ma petite part de souveraineté dans la machine. Au bout du compte, qu'est-ce qu'il en sort? Lorsque j'ai besoin que l'on remplisse mon frigo et qu'on me répond « Ah mais non, il n'y a plus d'argent. Ah mais non, il n'y a plus de budget. » À ce moment-là, je veux récupérer le contrôle de l'État. La question du RIC dans la crise des Gilets jaunes arrive dans un second temps. D'abord, les préoccupations sont économiques et sociales, parce que l'État ne peut ou ne veut pas y répondre. À ce moment-là arrive la préoccupation institutionnelle et démocratique. C'est-à-dire que parce que justement vous avez un blocage institutionnel, il y a cette nécessité de pouvoir. Et puisque l'État ne peut pas, alors que l'État est l'instrument de la souveraineté du peuple sur lui-même et sur son destin, il s'agit de reprendre ce contrôle-là. Si on ne règle pas les deux aspects, on ne résoudra pas profondément la crise démocratique. Par rapport à ça, il faut en effet mettre en vision la possibilité du peuple d'agir à nouveau sur son destin. Prenons ce qui s'est passé lors de la crise sanitaire. Quand vous regardez ce qui s'est passé en Allemagne, en Italie, pourquoi est-ce que le sentiment de satisfaction par rapport à la gestion de cette crise sanitaire a été meilleur en Allemagne, en Italie qu'en France? Pas forcément parce que cette crise a été mieux gérée ailleurs qu'ici. On voit qu'au vu de la situation, les grandes appréciations qu'on avait sur la gestion aujourd'hui peuvent rendre modeste. Mais en réalité, parce que, il y a eu une vraie délibération sur la manière de mener la politique sanitaire. Parce que vous aviez plusieurs partis qui avaient comme nécessité de s'entendre et de mettre dans le Parlement devant les yeux des citoyens, en scène les débats qu'il pouvait y avoir sur cette crise sanitaire pour justement en tirer une solution qui était une solution collective. En France, on n'a pas eu ça. On a eu au contraire un cloisonnement de la décision dans le cadre du Conseil de défense. Le Parlement, c'est quoi? Le Parlement, en réalité, c'est une sorte de miroir de l'opinion publique, d'une sorte de rétrécissement de l'espace public pour montrer et pour rendre en miroir au peuple ce qu'il est et les débats qu'il devrait avoir si jamais il pouvait débattre sur une agora démocratique à l'athénienne. Ça, aujourd'hui, nous l'avons perdu. Il est important de le retrouver si on veut retrouver le sens de nos institutions. On peut l'avoir évidemment également au niveau local et ça implique, encore une fois, de repenser la participation du peuple en politique, mais là-dessus, il y a réellement des choses à faire. Et j'aimerais dire quelque chose parce qu'en réalité, on a eu beaucoup d'occasions manquées. Prenons l'inversion du calendrier électoral qu'on évoquait tout à l'heure. Prenons la modification du mode de scrutin, avec potentiellement une proportionnelle. Je rappelle que la proportionnelle, dans les études comparatives, c'est plus 7 points de participation, plus 12 points de participation chez les jeunes, et c'est un sentiment de satisfaction vis-à-vis des politiques publiques bien plus grand que dans un suffrage, que dans un scrutin majoritaire, qu'on est les seuls en Europe à utiliser avec les Anglais. Ça passe par une loi ordinaire. C'est-à-dire que lorsque une nouvelle majorité arrive au pouvoir, souvent, l'excuse, c'est le Sénat. Le Sénat bloque. Gérard Larcher n'est pas d'accord, donc du coup, nous ne pouvons rien faire. En réalité, on peut profondément modifier notre régime politique sans même toucher une ligne de notre Constitution.
En changeant des lois ordinaires et des lois organiques, en changeant des calendriers électoraux et des modes de scrutin, vous pouvez changer aujourd'hui la face de nos institutions et la face de notre démocratie. Et ça, encore une fois, c'est à la portée de n'importe quelle majorité, Sénat ou pas. On peut donc faire la 6e République dans la 5e République. C'est pas une question d'ordinal, c'est-à-dire qu'on se focalise, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, sur 6e, 5e. En réalité, quand vous lisez les projets de 6e République, vous en avez qui sont présidentiels, d'autres qui sont parlementaires, vous pouvez tout mettre derrière la 6e République. Et par ailleurs, une constitution, ça ne produit jamais, lorsqu'on l'écrit, tout à fait les effets que l'on escomptait. La 3e République, elle a été pensée par des monarchistes, avec du coup cette idée qu'on allait avoir un président de la République en attendant au roi, et que si on n'avait pas de roi, on aurait quand même un président de la République fort. En réalité, le président de la 3e République n'a pas eu beaucoup de pouvoir. Quand Michel Debré écrit la Constitution de la 5e République, il ne pense pas à un régime tel qu'on le connaît aujourd'hui, il pense à un régime à l'anglaise, avec un Premier ministre très fort, avec un Conseil constitutionnel un peu croupion, garde fourrière du Parlement. Or, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Donc, partir dans un processus de nouvelle rédaction constitutionnelle, pourquoi pas, ça permet de motiver, mais en tous les cas, il est important de penser que la manière dont on ajuste un certain nombre de mesures peut profondément changer la face de nos institutions, que ce n'est pas une question d'ordinal, que ce n'est pas une question de tabula rasa, c'est vraiment une question qui est une question d'ampleur limitée quant aux mesures, mais de grands effets quant à leur portée. Merci. Olivier, peut-être nous dire si tu partages ces propos sur... D'accord. Non, absolument. Et c'est vrai que... bon... C'est toujours très délicat parce que, en fait, les politiques eux-mêmes vivent dans un système qu'ils connaissent parfaitement, dont ils maîtrisent les règles du jeu et ont toujours des hésitations à bousculer ces règles parce qu'ils ne savent pas quels sont les effets qu'ils produiront. Mais désormais, on sait qu'il y a un effet qui est produit, c'est l'abstention généralisée, c'est le sentiment de déconnexion qui a atteint jusque dans les profondeurs de notre pays, et donc il faut aujourd'hui évidemment bouger. Juste une proposition que j'aurais pu faire aussi, qui n'est pas spectaculaire là non plus, mais qui est dans le texte, qui est une proposition que je porte depuis longtemps et qui est celle de droit d'amendement citoyen. Ça peut paraître assez illusoire, mais moi ce que j'ai toujours vécu, c'est ce que me disent les gens, c'est qu'on a le sentiment, quand on est un simple citoyen, qu'on ne peut pas, entre deux élections, s'adresser au pouvoir. Parfois, on peut avoir tort, hein. Et ce que le droit d'amendement citoyen, c'est quoi? C'est de dire que X milliers de personnes peuvent co-signer un amendement. Ensuite, il est débattu dans les mêmes conditions que les autres au Parlement. Et ça veut dire que les gens qui ont laissé leur email, par exemple, recevront la réponse des différents groupes parlementaires. Ça veut dire qu'il y a une possibilité de peser sur le débat, d'une certaine façon, mais aussi de se retrouver avec une réponse. Parce qu'il n'y a rien de pire que de laisser... On me disait souvent, mais tu te rends compte, il y a des gens qui vont poser des amendements débiles, qui vont proposer des trucs démagogiques, etc. Mais je vais dire, mais presque tant mieux. Je lis tellement de mails circulaires qui sont absurdes, qui sont faux, etc. Mais si les gens veulent déposer des amendements sur ces rumeurs, sur ces préjugés, etc., bah, qu'ils le fassent. Et au moins, ils auront une réponse. Aujourd'hui, ils sont sans réponse et ils restent, en fait, avec le sentiment qu'il y a deux mondes qui évoluent de manière parallèle, mais qui ne se rencontrent jamais. Donc, faisons se rencontrer ces deux mondes. Juste peut-être une précision. Sur la proportionnelle, tu y es favorable sur l'introduction de la proportionnelle, parce que c'est ce que vous proposiez. Donc voilà, et puisque tu as dit absolument dans un tout, je voudrais avoir une précision. Bah, personnellement, c'est pas une position du Parti socialiste. Moi, ma position personnelle a toujours été assez réticente, pour des raisons que je ne peux pas expliquer en 2 secondes, mais moi je souhaite à la fois qu'il y ait plus de représentativité, évidemment, mais je souhaite aussi qu'il y ait une forme de stabilité et qu'on ne soit pas empêché. Parce que le risque de la proportionnelle, c'est aussi l'éclatement du paysage politique et l'obligation de former des coalitions, parfois de briques et de broc, et qui peuvent nous conduire à aussi une forme d'impuissance. Donc c'est là mon hésitation, mais je suis prêt à me laisser convaincre. Voilà. Bon, écoutez, pour conclure cette séquence, je voulais d'abord remercier Donatelle, qui est notre dessinatrice, qui nous est trop loin pour qu'on les voit, mais vous, sur vos écrans, vous avez pu voir les dessins qui ont marqué tout au long cette séquence, cette heure et demie qu'on a passée ensemble. Vous représentez le document, donc mettre à jour notre démocratie, il fait 18 pages, il est relativement bref, mais je dis quand même pour
la conclusion qu'après le travail, qu'après la santé, qu'après la justice écologique, qu'après l'éducation et maintenant les institutions, loin d'être dans le buzz, la petite phrase ou même le climat de violence que tu caractérisais encore cette semaine sur la vie politique, dans la scène politique, eh bien, c'est presque 150 pages de production sur les différents thèmes qu'on vient de citer, qui ont été produits par le Parti socialiste depuis le mois de janvier. C'est pas fini, puisqu'on se retrouve le 8 juillet prochain pour notre dernière séquence avant l'Université TD de Blois, qui sera peut-être aussi la synthèse de tous nos travaux. Et je vous rappelle, comme les fois précédentes, qu'on peut, tout au long des prochaines semaines, sur les sujets précédents comme sur celui-là, continuer à commenter nos propositions, à les alimenter sur le site rdv2022.fr. Voilà, c'était la 5e séquence du live du projet. Merci de nous avoir suivis. Merci Olivier, merci Benjamin. Merci à vous. Merci à tous les invités.